Excusez-moi. Là, ça doit être HDMI normalement. C'est laptop 2. Laptop 2, c'est laptop 2. Du coup, c'est un peu chiant. Ça marche pas la semaine dernière. Ouais, bah moi je suis toujours sur. Attends, c'est peut-être là moi qui n'ai pas branché. C'est quoi, je te vois ce matin Ça devrait être 2. J'avais pas de problème hier. En attendant, j'ouvre ça ici, puis si jamais tu me l'enverras. Ah voilà, c'est. Je l'avais là, pourquoi il est parti là? Qu'est-ce qui a bougé? J'ai rien compris. Excusez-nous 2 secondes. Donc ça c'est toi, c'est pas moi. Ouais. Et celui-là normalement il est bien. Ouais. Ouf, on est bien. Bien. Bonjour à tous. Merci d'être ici pour la deuxième séance de ce grand cours sur les questions philosophiques. On va pas parler de quelque chose d'ennuyeux comme la semaine dernière avec le professeur Chevary-Cosset. Non, je rigole. On va pas parler d'induction, on va parler quelque chose de totalement nouveau. Vous avez compris que ce cours, il n'y a pas d'unité, d'accord? On veut juste traiter un certain nombre de questions qui nous paraissent intéressantes et stimulantes pour la philosophie et vous donner quelques bases dans différents domaines. Alors là, on va traiter d'une question qu'on traite en philosophie politique, que j'ai un petit peu changé par rapport à ce qui était annoncé. On va traiter la question suivante. Les inégalités économiques sont-elles mauvaises? J'avais annoncé injuste, mais on prend un petit peu plus large pour des raisons que vous allez comprendre dans un instant. Alors, ça, c'est la question à laquelle on veut répondre. Et maintenant, c'est mon ordinateur. Mais avant de répondre à cette question, ah oui, j'avais oublié que je devais vous faire cette annonce. Il y a une forme d'inégalité qui est très mauvaise. C'est l'inégalité entre les étudiants qui partent à l'étranger un semestre et ceux qui ne partent pas à l'étranger un semestre. Et il n'y a qu'une seule manière de résoudre cette inégalité-là, c'est de tous partir. On ne veut pas vous voir partir, on veut vous voir revenir riche d'une grande expérience. Mais vous avez cette opportunité de pouvoir partir un semestre, qui est une excellente opportunité. Il faut sauter dessus. Il faut vraiment en profiter. Ça vous permet de frotter votre esprit à d'autres esprits, à d'autres standards, à d'autres langages, de découvrir de nouvelles institutions, de nouvelles personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite très vivement à faire. Vous avez un certain nombre d'informations sur la diapo ici. Le délai de candidature pour partir, c'est le 15 février. Vous aurez une réunion le 10 octobre 2023 à 12h15. On ne connaît pas encore la salle, mais vous allez recevoir un email d'information. Donc vous pouvez déjà bloquer au moins l'horaire. Je vous ai mis sur le PowerPoint qu'on mettra en ligne sur le Moodle du cours le lien pour trouver les différents partenaires que vous pouvez trouver pour partir à l'étranger. Donc il y a déjà un certain nombre d'universités avec lesquelles on a des accords. Si vous voulez partir dans d'autres universités, on peut en discuter. Parfois c'est compliqué. Les grandes universités américaines, c'est souvent compliqué parce qu'il y a des frais de scolarisation très importantes. Au Royaume-Uni, ça a été un peu plus compliqué ces derniers temps, mais en tout cas, s'il y a vraiment, vous ne trouvez pas chaussure à vos pieds dans nos propositions, dans les propositions qui existent,
Vous nous écrivez et on essaye de faire en sorte que ça puisse marcher. On ne peut pas vous promettre que ça marche, mais en général, on veut que ça marche. Et puis, donc, vous avez le lien du bureau, l'adresse du bureau mobilité ici, que vous pouvez également consulter pour toutes les informations. Donc, considérez sérieusement la chose. Demandez-vous, si ce n'est pas encore pour cette année, à quelle année dans votre cursus vous pourriez partir. Voilà. Partez, mais revenez à Neuchâtel après. Bien, alors, les inégalités. Ah pardon, je voulais faire apparaître par puce. Les inégalités sont-elles mauvaises? C'est une question un peu générale, mais pour commencer, il y a deux grands types de réponses. Il y a oui et il y a non. Ok. Ceux qui vont répondre oui, c'est des gens qu'on appelle souvent des égalitaristes. C'est pour ça, disent les égalitaristes, que Robin des Bois, c'est un héros. D'accord. Robin des Bois, il lutte contre les inégalités, et c'est pour ça qu'on trouve que Robin des Bois est bon, c'est justement parce qu'on trouve que les inégalités sont mauvaises. Et puis vous avez un autre camp, qui est beaucoup plus divers et moins unifié, qu'on peut appeler les anti-égalitaristes, qui disent non, non, les inégalités ne sont pas mauvaises. Et alors, eux, ils ont différentes attitudes vis-à-vis de Robin des Bois. Il y en a certains qui vont dire que Robin des Bois, ben, c'est pas un héros, parce qu'il lutte contre quelque chose qui n'est pas mauvais. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est pas le héros qu'on croit. Si vous googlez Robin des Bois, vous vous rendez compte qu'il y a certaines versions de Robin des Bois qui sont plus libérales que socialistes. Les libéraux, quand ils racontent Robin des Bois à leurs enfants, ils disent, en fait, ce que fait Robin des Bois, c'est qu'il prend à l'État l'argent que l'État a pris par l'impôt et puis il les rend aux contribuables. Donc il corrige cette injustice-là. Vous voyez, c'est pas le Robin des Bois de Walt Disney, c'est le Robin des Bois version libérale. Et puis, moi, ce qui me semble plus possible, c'est que c'est bien un héros, mais en vertu d'autre chose que le fait qu'il combatte les inégalités, et je vous donnerai une raison de penser ça tout à l'heure. Alors ça, c'était juste une petite mise en bouche. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On veut savoir si les inégalités sont mauvaises ou pas, les inégalités économiques. En bon philosophe, quand on se pose une question comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de définir les termes de la question. De quoi on parle quand on parle d'inégalité économique? C'est la première chose qu'on a à faire. Deuxième chose qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'elles sont mauvaises? En quel sens les inégalités pourraient être mauvaises? Et puis une fois qu'on a défini tout ça, eh ben on regarde pour chaque sens dans lequel une inégalité pourrait être mauvaise, si effectivement les inégalités économiques sont mauvaises. Et puis de cette manière-là, on avance dans notre réponse à la question. Alors ça, c'est notre liste de choses à faire. Et on va commencer par quelque chose qui n'est pas strictement une question de philosophie politique, mais qui est peut-être une question de métaphysique générale, qui est de savoir qu'est-ce qu'on entend par une inégalité économique. Ça nous semble clair en un certain sens, quand on dit il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Donc première question à se poser, c'est y a-t-il une distinction entre les inégalités économiques et les inégalités qui ne sont pas des inégalités économiques? On commence très simple, il ne faut pas hésiter à faire pareil dans vos travaux. Il y a une forme d'inégalité qui ne nous intéresse pas beaucoup ici, c'est l'inégalité mathématique. L'inégalité entre 2 et 4, ce n'est pas ce dont on parle, d'accord? Donc quand on parle d'inégalité, c'est l'inégalité entre personnes. Est-ce qu'on veut parler de n'importe quelle inégalité entre personnes? Sans doute pas, il y a plusieurs types d'inégalités dont on ne veut pas parler. Si vous dites Robin a plus de cheveux que Marco, c'est une inégalité entre Robin et Marco, ce n'est pas vraiment ce qu'on considère comme une inégalité économique. Il y a une autre forme d'inégalité qu'en général on n'inclut pas dans les inégalités économiques, c'est les inégalités en termes de droits ou les inégalités normatives. Si une personne a plus de droits qu'une autre, en général on ne compte pas ça comme une inégalité économique. Si quelqu'un a des privilèges par rapport à quelqu'un d'autre, c'est une inégalité juridique ou une inégalité morale ou normative. Elle est problématique ou pas selon les théories que vous avez, mais ce n'est pas le genre d'inégalité qui nous intéresse. Quand on parle d'inégalité économique, on parle de deux choses typiquement, les inégalités soit de richesse, soit de revenus. Donc, soit l'inégalité de ce que vous avez entre ce que les différents agents économiques possèdent, en sens d'une propriété, soit différence entre ce que les différents agents économiques gagnent. Et ce n'est pas forcément la même chose. Vous pouvez avoir une situation dans laquelle tout le monde a le même revenu, mais il y a quand même des gens qui ont beaucoup plus de richesse que d'autres. Et puis vous pouvez avoir inversement des situations dans lesquelles tout le monde a la même richesse, mais il y a des revenus qui sont très égalitaires. Donc une première question, c'est est-ce qu'on parle d'inégalité de revenus, inégalité de richesse? Une question qui est liée directement ici, c'est comment est-ce qu'on définit la richesse et le revenu? Une définition très étroite, ça consiste à considérer seulement la richesse et le revenu en termes monétaires, l'argent que vous gagnez ou l'argent que vous avez dans votre compte en banque. D'accord? Mais ça, très vraisemblablement, ça ne suffit pas parce que vous avez aussi plein d'autres formes de richesse. Vous avez un vélo. Pourquoi on ne compterait pas votre vélo dans votre richesse? Okay? Si Julie a un vélo alors que Marie n'a pas de vélo, Julie, elle est un peu plus riche que Marie à ce titre-là. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dans la richesse? On inclut au moins le capital, le patrimoine, mais on peut inclure d'autres choses. Vous avez parfois certaines compétences que d'autres n'ont pas. Vous avez certaines relations, certaines connexions que d'autres n'ont pas, ce qu'on appelle un capital culturel ou un capital social. Certains disent ça doit être inclus dans une définition large de la richesse. Il y a des gens qui ont plus de richesse parce que
ils ont un network, comme on dit aujourd'hui, ils ont plus de réseaux que d'autres, ou ils ont un capital culturel plus important. Ils ont appris, dans la situation dans laquelle ils sont nés, tout un tas de compétences, de langues, de compétences linguistiques, musicales, artistiques, ce que vous voulez, que d'autres n'ont pas. Donc ça doit être inclus aussi dans les inégalités de richesse. Donc vous voyez que déjà, juste quand on veut parler d'inégalité économique, on doit distinguer richesse, revenu, et on doit dire clairement qu'est-ce qu'on considère comme de la richesse ou comme du revenu. Et ce n'est pas forcément que de l'argent. Hein. Donc là, je ne vais pas creuser davantage ça, mais gardez ça en tête parce que ce n'est pas complètement évident. Alors, donc comment est-ce qu'on définit maintenant plus avant les inégalités économiques? On entend beaucoup de questions, on entend tout le temps à la radio des questions sur l'ampleur des inégalités économiques. Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce qu'elles augmentent? Est-ce qu'elles diminuent? À quel endroit? À quel moment? Leur valeur, ça c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Mais évidemment, pour traiter de ces questions-là, il faut les définir. Et il y a au moins une question qui est difficile, en plus de celle que je viens de vous mentionner maintenant, c'est on veut savoir si nous, dans cette salle, par exemple, il y a beaucoup d'inégalités ou pas beaucoup entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le plus riche d'entre nous et le plus pauvre d'entre nous, et puis on regarde la réponse entre la différence entre ces deux-là, on va dire ah il y a beaucoup de différences. Donc Simon Pierre il est très très riche, il vous le dit pas, mais il est le professeur Chevalier-Cossette pardon est très très riche. Il a un patrimoine gigantesque au Québec. Donc si vous comparez Simon Pierre, le professeur Chevalier-Cossette à moi-même, qui suis extrêmement pauvre, je vous le dis pas non plus, on va dire on est un groupe extrêmement inégal, d'accord? Parce qu'on a comparé les plus riches aux plus pauvres et c'est très inégal. Mais supposez que vous tous les autres ici, vous gagnez exactement la même chose et vous ayez exactement la même richesse. À l'arrivée, on n'est peut-être pas au total un groupe si inégal, parce que vous avez pris le plus riche et le plus pauvre, la grande différence, mais au milieu, il y a un peu un ventre mou du classement, pardon de vous mettre dans le ventre mou, mais vous êtes juste des gens qui sont à peu près égales. Donc comment est-ce qu'on fait pour mesurer ça? Alors il y a une mesure économique qui s'est imposée, qui n'est pas dénuée de défauts, mais qui est en général celle dont on parle quand on mesure les inégalités, qui s'appuie sur la courbe que vous avez là à l'écran, qu'on appelle une courbe de Lorenz. Alors qu'est-ce que c'est que représente cette courbe? Ce que vous avez, pardon, avant de vous dire les choses, vous présentez le schéma, ce que vous avez en abscisse, c'est la part cumulée de la population en pourcent par ordre de revenus croissants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier 20 que vous avez en bas, ça veut dire les 20% les plus pauvres, les 40% les plus pauvres, les 60% les plus pauvres, les 80% les plus pauvres, et puis les 100% de la population, d'accord? Donc plus vous allez à droite, plus vous avez une part de la population en question qui est riche. Ça marche pour la richesse, cette courbe de Lorenz, mais vous pouvez utiliser ça pour la répartition de n'importe quelle variable, d'accord? Le nombre de cheveux, le nombre de poulets, tout ce que vous voulez. Et puis en ordonnée, ce que vous avez, c'est la part cumulée des revenus. Donc 100% des revenus ou de la richesse, là j'ai mis revenu, mais ça peut être richesse. En haut, vous avez 100% de la richesse, et puis ici, vous avez 20% de la richesse. Donc maintenant, cette ligne-là, la ligne que vous avez en pointillé ici, c'est la ligne qui représente l'égalité parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité parfaite? Ça veut dire que les 20% les plus pauvres possèdent 20% des revenus. Les 40% les plus pauvres possèdent 40% des revenus, les 60% les plus pauvres possèdent, et les 100% au total possèdent 100% des revenus. J'ai dit les plus pauvres ici, mais en fait, il n'y a pas les plus pauvres dans cette répartition parfaitement équitable. Chacun a exactement les mêmes revenus. D'accord? Donc cette courbe-là, ça c'est l'égalité parfaite. Okay? Et puis vous avez à l'opposé une inégalité imparfaite. Ce n'est pas une courbe, c'est la ligne qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette ligne-là? Elle dit, ça veut dire les 20% les plus pauvres, ils ont 0% du revenu, les 40% les plus pauvres, ils ont 0% du revenu, et tout au bout, vous avez le professeur Chevalier-Cossette qui a 100% des revenus. D'accord? Donc personne ne gagne rien, sauf celui qui est tout au bout, et lui, il a tout. Donc ça, c'est une situation d'inégalité imparfaite. D'accord? Personne n'a rien, et une personne a tout. Okay? Donc égalité parfaite, inégalité imparfaite, et puis entre les deux, vous avez une distribution qui va correspondre à plus la courbe va être convexe, plus le groupe en question va être inégal, tout égard à la répartition des revenus, de la richesse, des poulets, de ce que vous voulez. Donc là, vous avez une courbe. En général, les courbes de Lorenz, elles ont une forme comme ça. Les 20% les plus pauvres possèdent moins de 20% de la totalité de la richesse, par exemple. Les 40% possèdent moins de 40% de la totalité des richesses, mais vous voyez que ça augmente un peu. Ils possèdent quand même plus proportionnellement que ce que possèdent les 20%. Et puis plus ça va, plus ceux qui sont les plus riches possèdent une part importante du revenu et des richesses. Donc plus la courbe va être creusée, plus vous avez une société, un groupe inégal, et puis plus elle va être plate,
plus vous avez un groupe qui sera égalitaire. D'accord? Vous voyez que par rapport à la question que je vous ai posée précédemment, est-ce qu'on prend le plus riche et le plus pauvre, est-ce qu'on prend les deux plus riches, les deux plus pauvres, les trois plus riches, les trois plus pauvres? L'intérêt de cette courbe de Lorenz, c'est que ça inclut toutes ces choses-là. D'accord? Vous prenez toutes les personnes du groupe et puis vous arrivez à déterminer euh, le degré d'inégalité du groupe en question. Ça vous permet de définir un coefficient dont vous entendez parler parfois, qu'on appelle le coefficient de Gini. C'est un statisticien italien. Comment est-ce qu'on mesure le coefficient de Gini? Vous prenez cette R-là, l'air A, pardon, et puis vous divisez par l'air A plus B. Donc vous voyez que si vous avez égalité parfaite, l'air A elle va être de 0, donc 0 divisé par A plus B, ça veut dire que l'égalité parfaite en termes du coefficient de Gini, ça va être 0. Et puis si vous avez A divisé par A plus B en termes d'inégalité imparfaite, A, ça va être égal au maximum, donc ça va être A divisé par lui-même, donc ça va être égal à 1. Donc quand vous avez des coefficients de Gini, en général c'est toujours compris entre 0 et 1, parfois on prend une échelle entre 0 et 100. Plus vous êtes près de 0, plus vous êtes près de l'égalité parfaite, plus vous êtes près de 1, plus vous êtes près de l'inégalité imparfaite. D'accord? Donc c'est juste un outil mathématique pour comprendre comment on mesure la répartition d'une variable dans un groupe. D'accord? Et quand vous entendez des économistes parler d'égalité, d'inégalité, c'est quasi systématiquement dans ces termes-là. D'accord? Donc si on se demande si les inégalités augmentent, si les inégalités diminuent, quel est le degré des inégalités de richesse à telle période, à telle époque, dans tel groupe, c'est toujours avec ce type d'indicateur-là qu'on peut toujours améliorer sur tel ou tel point. Bien, donc ça, c'est pas... En un sens, vous pouvez dire que ce n'est pas de la philosophie, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'empirique. Vous voyez qu'on est juste en train de définir ce qu'on veut dire par une inégalité. D'accord? Et on le fait à l'aide d'un outil mathématique. Pour l'instant, on n'a pas regardé s'il y avait des inégalités dans le monde. Nous, on est philosophes. On est très mauvais pour savoir ce qu'il y a empiriquement dans le monde. On sait bien, on connaît bien ce qui est nécessairement le cas, ce qui est impossiblement le cas, mais les faits contingents, on ne les connaît pas bien. On n'est pas très équipé pour ça. C'est quand même important de les connaître un petit peu. Donc, on parle beaucoup des inégalités. Peut-être un petit sondage avant que vous montrez la réponse. Qui pense qu'au cours des, disons, 30 dernières années, les inégalités dans le monde ont diminué? Qui pense qu'elles ont augmenté? Qui pense que c'est resté à peu près stable? Donc vous pensez massivement qu'elles ont diminué. Et comme souvent, il y a beaucoup d'ignorance économique sur ces questions, je vous montre juste un schéma. S'il veut marcher, parce que pour l'instant, il y a une petite animation, j'espère que ça marche après. Je vous l'explique juste parce que c'est quelque chose d'assez éclairant. Ce que vous voyez sur ce schéma, c'est en abscisse ici, vous avez le revenu des différents individus, le revenu moyen par jour. Hein, le seuil de pauvreté, il est toujours fixé aux alentours de 2 $ par jour. Là, vous avez les différentes régions du monde. Et en hauteur, là, ça vous représente la population. Donc évidemment, l'Asie, là, on est en 1805, vous avez la date. L'Asie, en 1805, ça représente cette proportion de la population du monde. Et puis vous voyez que la plupart des personnes en Asie, quand on est en 1805, ils gagnent à peu près 1 $ par jour. Et puis c'est à peu près la même chose pour la quasi-totalité des personnes, que ce soit en Eurasie, que ce soit en Afrique. La plupart des personnes en 1805 gagnent 1 $ par jour. Alors ça vous représente juste, non pas les inégalités, mais combien qui gagne et la répartition de ce que les personnes gagnent. Mais vous voyez bien maintenant que si vous avez une bosse de dromadaire comme ça, vous allez avoir une inégalité, d'accord? Parce que vous allez dire, ah ben là, il y a des gens qui gagnent 2 $, 1 $ par jour, et là, il y a d'autres gens qui gagnent 100 $ par jour. Donc pour mesurer les inégalités, il faut regarder si la courbe, elle va faire des bosses dans l'évolution. Okay, alors, j'espère que l'animation marche parce que je sens que mon ordinateur va souffler. Ok, ça commence, 1800. Ça va être lent. Ouais, il avance 5 par 5, c'est trop dur pour lui. Donc, là, on approche de la révolution industrielle et comme on commence à s'enrichir un petit peu, vous voyez que le seuil de pauvreté, ça représente le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, sous 2 $ par jour, donc il diminue quand même nettement. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment d'augmentation des inégalités, il y a une diminution de la pauvreté. En même temps que la population augmente beaucoup. Hein, vous voyez que l'aire occupée. Là, vous voyez, vous commencez à avoir une augmentation des inégalités ici très forte. Parce que vous avez une bosse là. Je me risque à faire une... Ok. Mais vous voyez maintenant ce qui se passe. Vous voyez que vous avez eu l'apparition d'une bosse dans les années 90, hein, où là, il y avait une augmentation des inégalités. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Là, on est en 2022.
Ce que vous avez là, c'est l'Asie. Et oui, toute l'Asie, qui représente la plus grande part de la population mondiale, elle est passée au-delà du seuil de pauvreté, quasiment toute, et qu'elle s'est énormément enrichie. Donc en fait, au cours des 20 dernières années, je ne sais plus, je vous ai dit 30, peut-être au cours des 30, en fait, c'était faux, mais au cours des 20 dernières années, les inégalités entre individus dans le monde, elles ont beaucoup diminué sous l'effet du développement de l'Asie. D'accord? Parce que, en fait, cette partie du monde qui est la plus peuplée s'est énormément développée. Donc en fait, dans le monde, les inégalités ont diminué. Ça ne veut pas dire que dans tous les pays, les inégalités ont diminué. Dans les pays développés, à une certaine période, elles ont augmenté, elles ont diminué récemment suite à la crise économique. Quand vous avez une crise économique, ça balaye tous les actifs, donc les riches deviennent moins riches, les inégalités diminuent. Mais donc, juste en termes d'évolution empirique, il y a eu, et on est sur une phase de diminution des inégalités qui peut toujours changer. Alors, ça, c'est pas de la philo. Ça, c'est ce que font les économistes, les économétriciens, et nous, on revient aux questions de philosophie. Est-ce que vous avez des questions juste sur la définition des inégalités et sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ou ça va? C'est bon? Ouais. Alors, on sait maintenant à peu près ce que c'est que des inégalités économiques. Ça concerne la richesse ou le revenu. Ça peut inclure ou non la richesse monétaire et non monétaire, pareil pour le revenu, mais on a au moins cet outil, le coefficient de Gini, la courbe de Lorenz, que je vous ai montré, qui nous permet de mesurer l'inégalité dans un groupe. J'aurais voulu les faire apparaître mes diapos par puce, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, pardon. Alors maintenant, notre question, c'est est-ce que les inégalités, elles sont mauvaises? C'est très vague, mauvais, d'accord? J'avais mis un juste au départ, mais il y a plusieurs façons pour quelque chose d'être mauvais, pour les inégalités en particulier, mais pour n'importe quoi. On va prendre le professeur Chevary-Cossette comme exemple. Il y a plein de manières dont il peut être mauvais. Il peut être mauvais en un sens instrumental. Il peut être mauvais parce qu'il cause tout un tas de choses négatives. Okay? Il fait du mal autour de lui. Il apprend des bêtises à ses étudiants. Il leur apprend que l'épistémologie, c'est plus important que la métaphysique. Plein de choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être instrumentalement mauvais. D'accord? C'est-à-dire une chose est mauvaise en vertu des effets, de la valeur négative de ses effets. Ça, c'est ce qu'on appelle une valeur instrumentalement négative. Okay. Vous avez une valeur instrumentale positive, parce qu'une chose a une valeur instrumentale positive si elle est bonne en vertu de la valeur de ses effets. D'accord? Le chocolat, il a une valeur instrumentale positive parce que quand je le mange, ça me cause du plaisir. Donc le plaisir, c'est un effet du chocolat, et cet effet est positif. Donc en vertu de ça, le chocolat a une valeur instrumentale positive. D'accord? Donc valeur instrumentale, retenez juste, pour savoir si quelque chose a une valeur instrumentale, vous regardez la valeur de ses effets. Si ces effets ont une valeur positive, la chose a une valeur instrumentale positive. Si ces effets ont une valeur négative, la chose a une valeur instrumentale négative. Vous avez une autre forme de valeur, je passe à la deuxième ligne maintenant, les valeurs qu'on appelle intrinsèques. On appelle aussi finales, mais on retient intrinsèques ici. Donc on peut dire, le professeur Chevary-Cossette, il est intrinsèquement mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas juste dire qu'il est mauvais en vertu des effets qu'il cause, ça veut dire qu'en lui-même, même si on ne regarde pas ses effets, il y a quelque chose de mauvais. C'est plein de vices. Il a des pensées terribles. Il pense même que l'épistémologie est plus importante que la métaphysique, même si ça cause pas d'effet. Il y a plein de choses qui clochent. Il est pas beau. Il y a rien qui est pas. Donc ça, c'est des valeurs intrinsèques, d'accord? La beauté, typiquement, pardon pour l'exemple, mais c'est juste les valeurs esthétiques, typiquement, c'est des valeurs intrinsèques. Si vous dites qu'un tableau est beau, c'est pas en vertu, enfin, selon une théorie esthétique assez réaliste, c'est pas en vertu de ses effets. On peut dire qu'un tableau beau doit causer du plaisir esthétique, mais au départ, la beauté, elle est interne au tableau. Et puis vous avez un troisième type de valeur, je reviens après en appliquant aux inégalités, que j'appelle en fait, parce qu'elles sont rarement nommées, mais elles sont très importantes, en particulier quand on parle de justice et d'injustice, que j'appelle les valeurs consécutives. Qu'est-ce que c'est que les valeurs consécutives? C'est l'inverse des valeurs instrumentales. C'est quand vous dites qu'une chose est mauvaise, non pas en vertu de ses effets, mais en vertu de ses causes. Donc dans certains cas, ce qui procède, ce qui suit, ce qui est l'effet d'une bonne cause, est bon en vertu du fait qu'il est l'effet d'une bonne cause. Et ce qui est l'effet d'une mauvaise cause est mauvais en vertu du fait qu'il est l'effet d'une mauvaise cause. C'est très clair quand vous voyez le professeur Chevary-Cossette qu'il a été créé par le diable. Okay, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en vertu de ça, il hérite, donc le diable a une valeur négative, et en tant que le professeur Chevary-Cossette est une création du diable, il hérite de cette valeur négative-là. Okay.
Euh, alors, j'en viens maintenant. Donc, ça, c'est juste une distinction sur les différents types de valeurs que vous pouvez avoir. Soit les choses ont une valeur en elles-mêmes, c'est les valeurs intrinsèques, soit elles sont bonnes en vertu de leurs effets, ça c'est les valeurs instrumentales, soit elles sont bonnes en vertu de leur cause, ça c'est les valeurs consécutives. Alors, venons-en aux inégalités maintenant. On se demande si les inégalités sont mauvaises, et on peut appliquer ces trois distinctions-là aux inégalités. Les inégalités, elles peuvent être instrumentalement mauvaises, elles peuvent être intrinsèquement mauvaises, et elles peuvent être consécutivement mauvaises. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que les inégalités, elles sont instrumentalement mauvaises? Ben, des arguments, c'est des arguments du type, les inégalités économiques, elles causent de l'envie. Okay. On envie tous la richesse du professeur Chevary-Cossette. Hein, ça, c'est un effet du fait qu'il soit plus riche que nous. Okay, et l'envie, c'est pas bien. Donc, c'est a priori, les inégalités, ça cause quelque chose de négatif. Donc, en ce sens-là, c'est négatif. Les inégalités, on peut dire aussi, elles causent des asymétries de pouvoir. Parce qu'il est très riche, le professeur Chevary-Cossette peut soudoyer le gouvernement, le doyen, pour avoir de meilleures salles, avoir un plus haut salaire encore, etc., etc. Ça, c'est encore un effet négatif des inégalités. Donc, dans ce sens-là, les inégalités sont instrumentalement négatives. Deuxième possibilité, pardon, on peut se dire que les inégalités, elles sont mauvaises par elles-mêmes. Pas en vertu de leurs effets, mais juste si on regarde les inégalités, il y a quelque chose qui ne va pas si l'un a plus que l'autre, ou si l'un gagne plus que l'autre. Non pas en vertu des effets, et non pas non plus en vertu des causes. Ça, c'est la deuxième solution, c'est la version peut-être la plus forte d'égalitarisme, qui consiste à dire non, les inégalités par elles-mêmes, c'est mauvais. Pas parce que ça cause des mauvaises choses, pas parce que ça procède de mauvaises choses, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec les inégalités. Et puis vous avez la troisième solution, qui consiste à dire les inégalités, elles sont consécutivement mauvaises. Et alors ça, c'est pas le type de valeur dont on parle le plus souvent, mais en fait, c'est sans doute le type de valeur le plus important quand on veut comprendre la valeur des inégalités. Pourquoi? Parce que si vous constatez maintenant qu'il y a des inégalités entre nous de richesse ou de revenus, beaucoup vont dire, enfin, vous pouvez avoir la réaction suivante, on ne peut pas savoir si ces inégalités, elles sont bonnes ou pas, sans savoir d'où elles proviennent. Okay. Donc que le professeur Chevary-Cossette soit 1000 fois plus riche que nous, on ne peut pas savoir si c'est une bonne chose ou si ce n'est pas une bonne chose tant qu'on ne connaît pas l'origine de cette inégalité. L'origine de cette inégalité, ça pourrait être que le professeur Chevary-Cossette, il a travaillé énormément, 1000 fois plus que nous, il a fait beaucoup plus d'efforts que nous pendant que nous, on était à la plage, et à l'arrivée, il gagne 1000 fois plus, mais c'est mérité en ce sens-là. D'accord? Donc cette inégalité-là, on peut dire, en soi, elle n'est pas mauvaise, elle est même bonne parce qu'elle procède d'une bonne chose. En réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Le professeur Chevary-Cossette, il a vécu de larcin, il a volé son argent à la terre entière, il a publié des faux diplômes pour avoir son poste. Enfin, tout ça est une vaste supercherie. Il y a une inégalité gigantesque à l'arrivée qui résulte d'un processus qui est complètement mauvais. D'accord? Donc cette inégalité, dans cette optique-là, elle n'est pas intrinsèquement injuste. Elle n'est pas injuste en vertu de ses effets. Elle est injuste en vertu de ce qui la précède. C'est une inégalité qui vient de plein de malhonnêteté. D'accord? De tout un processus avant. Donc ça, c'est une grande idée quand on veut évaluer le caractère injuste ou juste d'une situation. Souvent, on admet, en tout cas j'admettrai pour les besoins de cette présentation aujourd'hui, que le caractère juste ou injuste d'une situation vient de ce qui a été avant dans la situation. Okay? Est-ce que ça résulte d'un processus juste ou injuste, d'un vol, de quelque chose de méritant, de plein d'autres. Il y a plein de critères après de processus qui mènent à un résultat juste, mais c'est en ce sens-là qu'on parle d'un résultat juste, c'est en regardant en arrière qu'est-ce qui a produit ce résultat. Bien. Ça, c'est les trois types de valeurs que je voulais distinguer, les trois types principaux. Est-ce que ça va? Oui. Alors, je dois introduire encore deux types de valeurs, mais ce sera la dernière phase de cette présentation des valeurs. Et ensuite, je vous promets, on rentre dans les inégalités. C'est assez intuitif, mais c'est important de garder ça en tête. En particulier, je ne sais pas si c'est en particulier sur le sujet, en général, quand vous dites que quelque chose est bon, vous pouvez vouloir dire d'une part que cette chose est bonne pro toto ou que cette chose est bonne pro tanto. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez vouloir dire que cette chose elle est bonne au total ou simplement qu'elle est bonne toute chose égale par ailleurs. Vous allez passer votre soirée à la fête des vendanges. Vous pouvez dire c'était super. Au total, c'était vraiment une super soirée, mais vous pouvez dire c'était super juste parce que sous l'aspect du fait qu'il y avait des copains qui étaient là et qu'on a bien rigolé. Par contre, la musique, c'était vraiment pas bien, c'était trop fort, et puis il y a eu la bagarre ou je sais pas quoi. Donc vous pouvez dire il y a des aspects d'une chose qui sont bonnes et il y a d'autres aspects qui sont pas bonnes. D'accord? Donc quand vous dites que la chose est bonne au total, ce que vous voulez dire, c'est vous sous-pesez tout le plus et le moins et vous dites à l'arrivée, c'était une très bonne soirée. Okay. Mais souvent, vous dites la chose, elle était bonne sous certains aspects, ou il y avait une valeur positive sous certains aspects, mais pas forcément sous d'autres. Donc quand on se demande si les inégalités sont bonnes et mauvaises,
Ça s'applique. On peut vouloir dire, est-ce qu'au total, les inégalités sont mauvaises? Ou est-ce qu'on peut vouloir dire, pour commencer, est-ce que certains aspects des inégalités sont mauvais? Peut-être d'autres aspects sont neutres ou sont bons. D'accord? Donc si vous combinez ces deux distinctions entre les types de valeurs que je viens de vous donner, ça vous donne une explosion combinatoire, comme ça arrive souvent. Vous avez les trois types de valeurs par lesquelles j'ai commencé, les valeurs instrumentales, la valeur d'une chose en vertu de la valeur de ses effets, les valeurs intrinsèques, la valeur d'une chose par elle-même, les valeurs consécutives, la valeur d'une chose en vertu de la valeur de ses causes. Et puis vous avez les valeurs pro-tanto, la valeur d'une chose sous un certain aspect, toute chose égale par ailleurs, et puis la valeur d'une chose au total, si on prend toutes ces valeurs. Okay, et puis, cette distinction-là, pro-tanto, elle s'applique à chacune des autres valeurs. Donc nous, la question qu'on devrait se poser, en principe, c'est regarder toutes les formes possibles de valeur des inégalités pour regarder si les inégalités sont mauvaises ou pas. Ça nous ferait 6 parties. Il nous reste une heure ensemble, ça serait beaucoup trop lourd. Donc on va couper, on va faire un peu moins, pardon. Et ce qu'on va faire nous, ce que je vous propose, c'est qu'on se focalise sur les valeurs pro-tanto des inégalités. Okay, pourquoi? Parce que la valeur proto, c'est plus facile de tomber d'accord, en particulier sur les sujets politiquement sensibles, sur des valeurs pro-tanto que sur des valeurs pro-toto. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut assez vite tomber d'accord sur le fait qu'il y a des éléments qui sont mauvais dans les inégalités, il y a des éléments qui sont bons, et on peut continuer à s'écharper sur savoir si au total il faut ou non réduire les inégalités. Parce que Charlotte va dire non, mais c'est vraiment plus mauvais que bon à l'arrivée, et moi je vais dire non, c'est plus bon que mauvais. On est quand même d'accord sur le fait qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises dans les inégalités, on n'est juste pas d'accord sur sous-peser le bon et le mauvais. D'accord? Donc, en général, on commence par l'étude des valeurs pro-tanto avant d'essayer de les mettre ensemble et de regarder comment on évalue la chose au total. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous proposer quelques considérations, quelques arguments en faveur ou à l'encontre de l'idée que les inégalités ont une valeur instrumentale, pro-tanto, qu'elles ont une valeur intrinsèque pro-tanto et qu'elles ont une valeur consécutive pro-tanto. Okay, c'est un peu casse-tête tout ça, mais on va venir maintenant à des choses un petit peu plus euh, concrètes. Comment vous avez fait la dernière fois? Vous avez fait une pause On fait une pause, ok. Donc on prend encore un quart d'heure et puis on fait une petite pause. Alors on commence par la question de savoir si les inégalités sont instrumentalement mauvaises. Est-ce qu'elles ont des mauvais effets, les inégalités? Il y a plusieurs réponses courantes à ça. Une première chose que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est que vous avez l'idée que les inégalités, elles créent de l'envie. Okay. S'il y a des inégalités, ceux qui ont moins, ils sont jaloux de ceux qui ont plus. Ça, c'est sans doute vrai, mais est-ce que c'est vraiment une objection aux inégalités? Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette objection, parce qu'on pourrait dire en réalité, le problème, il n'est pas tant avec les inégalités qu'avec l'envie. On ne devrait pas avoir envie de ce qu'on n'a pas. D'accord? Donc, c'est pas clair que le blâme ici porte forcément sur les inégalités. Quand vous dites que les inégalités génèrent l'envie, on peut avoir envie de dire ah, mais c'est l'envie qu'il faut, c'est l'envie le problème. Okay, et en général, le type d'argument qui consiste à dire qui consiste à mettre l'accent sur l'envie, c'est typiquement un argument qui est donné par des penseurs libéraux qui pensent qu'il n'y a pas trop de problème avec les inégalités. Ils disent en fait, ceux qui luttent contre les inégalités, c'est juste un faux semblant, en réalité, ils sont envieux. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'inégalité. Mais l'envie, c'est pas bien, donc il n'y a pas de problème avec les inégalités. Donc c'est pas le meilleur. Si on veut vraiment évaluer la valeur des inégalités, le fait qu'elles génèrent de l'envie, c'est pas la chose la plus évidente. Alors, Timothy Scanlon, qui est un philosophe contemporain moral et politique important, a écrit un petit livre que je vous ai mis sur le Moodle de la séance, où lui s'intéresse à des effets négatifs des inégalités, okay, qui sont autres que l'envie. Et lui, il pense que les inégalités, c'est pas bien, notamment qu'elles sont instrumentalement mauvaises. Et je vous lis les 4 types, il en mentionne 6, mais c'est les 4 premiers qui nous intéressent ici. Voici ce que dit Scanlon. I have identified 6 kinds of reasons for objecting to various forms of inequality and for seeking to eliminate or reduce them. J'ai trouvé 6 raisons de rejeter les inégalités. First, inequality can be objectionable because it creates humiliating differences in status. Second, inequality can be objectionable because it gives the rich unacceptable forms of power over those who have less. Donc là, ce qu'il a en tête, c'est si Simon-Pierre il est très riche, il peut tous nous employer pour être ses larbins, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais malgré tout, on accepte parce qu'il est tellement riche que son salaire nous intéresse. Donc ça crée une asymétrie de pouvoir économique.
Third, inequality can be objectionable because it undermines equality of economic opportunity. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire, s'il y a des gens qui sont plus riches au départ, ben, ils ont encore plus de chances de rester encore plus riches ensuite, parce qu'ils vont pouvoir investir cet argent, tandis que si vous partez et que vous êtes plus pauvre, ben, vous avez moins de chances de vous enrichir, d'accord? Donc en termes d'opportunités économiques, l'argent appelle l'argent, c'est juste ça qu'il est en train de dire ici. Enfin, c'est le même type de considération. Ça crée des différences d'opportunités économiques s'il y a des inégalités économiques. Ça fait que vous avez encore plus de chances de pouvoir gagner davantage. Fourth, inequality can be objectionable because it undermines the fairness of political institutions. Ça, ce qu'il a en tête ici, c'est le fait que comme le professeur Chevary-Cosset est riche, il va pouvoir soudoyer le doyen ou il va pouvoir payer des personnes pour aller influencer à Berne en faveur d'avoir plus d'épistémologie à l'université, par exemple. Okay, il va faire des choses qui vont dans son intérêt. Fifth, inequality can be objectionable because it results from violation of a requirement of equal concern for the interest of those to whom the government is obligated to provide some benefit. Sixth, inequality of outcome and wealth can be objectionable because it arises from economic institutions that are unfair. Alors, la première chose à remarquer là-dessus, sur ces citations, c'est que vous voyez que les distinctions que je vous ai proposées précédemment entre les valeurs instrumentales et les valeurs consécutives, elles s'appliquent directement aux considérations qu'avance Scanlon ici. Les 4 premières considérations contre les inégalités, elles font appel à des effets négatifs des inégalités. Je vous ai mis en gras les termes causaux. Les inégalités, elles créent des différences de statut. Les inégalités, elles donnent aux riches plus de pouvoir qu'elles ne donnent aux pauvres. Les inégalités, elles sapent l'égalité des opportunités économiques, ou les inégalités, elles sapent ou elles nuisent à la justice des politiciens, des institutions politiques, pardon. Donc ça, vous voyez que c'est des valeurs instrumentales. Vous dites que les inégalités, elles sont mauvaises parce qu'elles ont de mauvais effets, et puis Scanlon mentionne 4 mauvais effets. Vous voyez que ces mauvais effets-là, ce n'est pas des effets comme l'envie, où on a envie de dire, oui, mais c'est de la faute de celui qui a envie. A priori, on ne peut pas blâmer ici, on ne peut pas faire porter le blâme sur les effets, en tout cas pas manifestement. Les 2 autres types de valeurs négatives que Scanlon attribue aux inégalités, c'est ce que j'appelle les valeurs consécutives, parce que vous voyez qu'il dit les inégalités sont mauvaises parce qu'elles résultent de blablabla, la violation du fait qu'on doit attribuer une considération égale à tous les citoyens, ou qu'elles résultent du fait qu'il y a des institutions qui sont injustes. D'accord ? Donc nous, on s'intéresse aux 4 premières ici. On est dans notre première partie, on va savoir si les inégalités sont instrumentalement mauvaises. Alors, il me semble qu'il y a il faudrait regarder beaucoup plus en détail que ce qu'on peut faire ici, les propositions de Scanlon, mais si vous regardez juste ça, il y a 2 problèmes sur lesquels on peut mettre le doigt pour ce type de proposition. Je vous le mets après, mais peut-être c'est plus simple si on regarde ça sous les yeux. Je ne vais pas directement passer au diapo. Le premier problème, c'est que vous voyez qu'un problème de circularité, vous voyez que souvent, Scanlon dit ici, les inégalités sont mauvaises parce qu'elles créent d'autres formes d'inégalités. C'est le plus clair ici. Les inégalités sont mauvaises parce qu'elles sapent les égalités d'économie politique. Okay. Donc, très souvent, dans tout ce que... peut-être c'est plus simple, j'ai vu ça. Les 4 arguments de Scanlon sont de la forme les inégalités économiques sont mauvaises car elles produisent des inégalités de statut, des inégalités de pouvoir, des inégalités d'opportunités économiques ou des inégalités d'influence économique. Vous voyez que ça, il y a un petit problème ici, parce que si on veut savoir pourquoi les inégalités sont mauvaises, on ne peut pas juste dire les inégalités sont mauvaises parce qu'elles génèrent d'autres formes d'inégalités. Et c'est même pas sûr que ce soit d'autres formes d'inégalités, parce que les inégalités dont il parle, une manière pour son argument d'être parfaitement non circulaire serait de dire les inégalités économiques sont mauvaises car elles génèrent des inégalités non économiques qui, elles, sont mauvaises. Mais je vous ai dit au début, qu'est-ce que c'est qu'une inégalité économique? C'est pas si évident à voir. Quand vous avez une différence de statut, typiquement, est-ce que c'est une inégalité économique ou pas? Dans une conception large du capital qu'ont les individus, oui, c'est une inégalité économique. Donc il y a un problème potentiel de circularité dans les arguments de Scanlon ici. Mais ce n'est pas le problème principal qu'on peut soulever, il me semble, à l'encontre des arguments de Scanlon. C'est un problème plus général pour la mesure de la valeur instrumentale d'un objet, qui est le problème suivant. N'importe quelle chose qui a des effets, étant donné le grand nombre des relations causales, elle risque d'avoir des effets positifs et des effets négatifs. D'accord ? Et
l'idée que on critique donc les inégalités, pour prendre des exemples concrets, évidemment, ceux qui sont contre les inégalités vont insister sur leurs effets négatifs. Ceux qui sont pour les inégalités vont insister sur leurs effets positifs. Un effet positif courant sur lequel on insiste, les économistes insistent sur les inégalités, c'est de dire, si vous gagnez tous pareil, vous n'avez pas d'incitation à travailler plus. Pareil pour les notes, si le professeur Chevalier-Cossette vous dit au début du semestre, vous aurez tous 6, vous inquiétez pas, ou vous aurez tous 2, inquiétez-vous. Dans tous les cas, vous avez tous la même chose et vous savez que l'effort que vous investissez dans l'enseignement changera absolument rien à l'arrivée. Donc c'est une incitation négative ou c'est l'absence d'une incitation positive à fournir plus d'efforts. D'accord? Donc ça, c'est un effet, typiquement un effet positif qui est souvent avancé en faveur des inégalités. Quel est le point ici? Le point est, pour tout objet, pour tout phénomène, vous avez un grand nombre d'effets. Comment vous choisissez les effets positifs et les effets négatifs? Vous pouvez accepter simplement les effets négatifs, mais c'est un petit peu ce qu'on appelle du cherry picking en anglais. Je sais pas, il y a une traduction en français de ça? Pas vraiment. Donc, vous voyez que le souci, c'est que vous avez ceux qui n'aiment pas les inégalités comme Scanlon qui vont juste mettre l'accent sur tous les effets négatifs des inégalités, ceux qui aiment les inégalités ou qui n'ont pas de problème avec les inégalités qui vont insister sur seulement les effets positifs, alors que ce dont on a besoin, c'est clairement de prendre en compte tous ces différents effets pour être capable de les mettre ensuite dans la balance pour savoir la valeur totale des inégalités. Hein. Donc ça, c'est un premier problème avec ce type d'approche. Et un problème qui est lié, que j'ai rajouté là, pardon, c'est le deuxième point ici, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi mes diapos apparaissent tout d'un coup. Les inégalités, comme la plupart des choses dans le grand réseau causal des choses sociales notamment qui nous entourent, elles ont de fortes chances de ne constituer qu'une partie de la cause des effets en question. Donc prenez un effet auquel s'intéresse Cannon, qui est de dire les inégalités, elles permettent aux plus riches d'influencer davantage les décisions politiques. Okay. Ce n'est pas les inégalités toutes seules qui permettent aux plus riches d'influencer davantage les décisions politiques. C'est aussi un certain type d'institution politique qui permet ça. Le fait qu'on permet des groupes de pression, le fait qu'on ne lutte pas contre la corruption, enfin tout un tas de situations institutionnelles qui fait que ça c'est possible. D'accord ? Maintenant la question c'est la suivante. Vous avez les inégalités plus un certain nombre d'autres facteurs causaux comme le fait qu'on permette aux plus riches d'influencer, qu'on rende possible pour les plus riches d'influencer les décisions politiques. Qu'est-ce que c'est qui est à blâmer là-dedans, hein? Qu'est-ce que c'est? Scanlon veut dire qu'il faut réduire les inégalités. Hein, c'est le début de sa citation. Mais quelqu'un pourrait dire non, en fait, c'est pas vraiment les inégalités qu'il faut réduire. Il faut faire en sorte que, parce qu'on est plus riche, on ne peut pas peser plus politiquement. Et ça, c'est un problème d'institution, c'est pas tant un problème avec les inégalités. D'accord? Donc quand vous avez deux causes qui contribuent à un effet négatif, vous ne pouvez pas forcément faire porter le chapeau toujours à une des deux causes. Okay, ici. Donc là, on sait que les causes, elles contribuent à ça, enfin, à certains effets négatifs, mais ce n'est pas forcément elles qu'il faut mettre en cause. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? C'est une conclusion un petit peu faible, mais il me semble que ce qu'on peut tirer de ça, c'est l'idée suivante, c'est que c'est très probablement vrai que les inégalités ont pro tanto, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, certaines valeurs instrumentales négatives, qu'elles ont des effets négatifs. Okay. Mais ça ne nous dit pas grand-chose, c'est presque un peu trivial. La quasi-totalité de ce qui existe a des effets négatifs, et ce qu'on aimerait savoir, c'est la valeur totale instrumentale. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à calculer. Nous, on ne rentre pas dans cette question-là ici. On ne sait même pas comment il faudrait faire, parce que ça nécessite de prendre en compte un grand nombre de considérations causales, qui sont empiriques. Nous, en philosophie, on ne sait pas bien prendre en compte... Voilà, quand Scanlon écrit les effets des inégalités, c'est un peu spéculatif. C'est-à-dire les inégalités, ça pourrait causer telle chose, ça pourrait causer telle chose. Est-ce que ça le fait vraiment? C'est pas nous les philosophes qui allons décider ça. Donc là, ça nécessite une étude empirique importante, de sous-peser ensuite quelle est la contribution des inégalités des autres facteurs, et puis de sous-poser enfin la contribution positive des inégalités, les effets positifs des inégalités versus les effets négatifs des inégalités. Donc c'est un grand projet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais juste dire au départ, pro tanto les inégalités ont des effets négatifs, oui, elles ont aussi des effets positifs, et c'est pas la nouvelle du siècle, d'accord? Bien, alors c'est pour ça que j'ai entouré de verre en petits pointillés, on dit oui, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui est suffisant si vous voulez défendre un égalitarisme un peu robuste en disant il faut lutter contre les inégalités, vous ne pouvez pas vraiment tirer ce genre de conclusion de ce type de considération-là. Alors, c'est rapide comme critique, j'en conviens, mais je pense que la chose à laquelle on doit passer maintenant, j'introduis juste la question avant de faire une brève pause,
C'est la question de savoir non plus si les inégalités ont des effets négatifs, pas certainement, mais si les inégalités elles sont mauvaises en elles-mêmes. D'accord? S'il y a quelque chose de problématique dans les inégalités, indépendamment de leurs effets et de leurs causes. Ok. Euh, Une manière de poser cette question, c'est de comparer des situations un peu simples. Donc là, voici une situation très simple. On compare deux mondes différents. Euh, Vous avez un premier monde dans lequel la moitié de la population a 10 poules et l'autre moitié de la population a 20 poules. Ok. Donc c'est un monde qui est inégalitaire, pas complètement inégalitaire. C'est pas une seule personne qui a toutes les poules, mais quand même, il y a la moitié de la population qui possède 2 fois plus que l'autre moitié de la population. Et puis vous avez un autre monde dans lequel tout le monde a exactement la même chose, à savoir 14 poules. D'accord? C'est une situation intéressante pour la raison suivante, qui est que si vous voulez calculer ce qu'on appelle l'utilité, vous avez sans doute entendu parler avec le professeur Chevary-Gossette de conséquentialisme, donc on veut mesurer la valeur des conséquences de nos actions ou d'une répartition. Ben en fait, vous avez beaucoup plus de richesse ici dans le premier monde ou pas. Supposez que la population elle soit composée de 100 personnes. Là, vous avez 50 personnes qui ont 10 poules, 50 personnes qui ont 20 poules. Ça vous fait 50 fois 10, 500, 50 fois 20, 1000. Au total, il y a 1500 poules dans le premier monde. Okay, donc ça fait beaucoup de richesse. Ici, vous avez moins de 1500 poules. Okay, donc le deuxième monde, au total, il y a moins de richesse. Okay, il y a moins de richesse, mais plus d'égalité. Donc c'est un petit dilemme moral comme ça, ou politique. Quel est le monde qu'on préfère ici? Est-ce qu'on préfère un monde où il y a plus d'inégalités mais plus de richesse, et est-ce qu'on préfère un monde dans lequel il y a moins d'inégalités et moins de richesse? Quel est le monde qui vous semble donc quel est le monde qui vous semble préférable intuitivement à vous? Est-ce que le monde 1 est meilleur que le monde 2 ou l'inverse, vous diriez? Qui pense que le monde 1, certains ont 10 poules, certains ont 20 poules, est meilleur? Qui pense que le monde 2, tout le monde a 20 poules, est meilleur? Donc vous êtes en général des égalitaristes. Ok. Alors, je généralise, hein, il y a peut-être des inégalitaristes timides qui n'osent pas lever la main, mais la dernière chose avant la pause, maintenant, c'est considérer la chose suivante. Pourquoi est-ce que vous avez répondu ça? Euh, on ajoute ce qu'on veut éviter, ce qu'on veut neutraliser comme facteur, c'est toute considération contraire aux effets des inégalités. D'accord? On ne veut pas qu'on préfère le monde 1 parce qu'on pense que les inégalités, elles ont de bons effets. On se dit, on veut pas qu'on préfère le monde 1 parce qu'on dit dans le monde 1, ceux qui ont 20 poules, ils ont moins de sens d'influencer le pouvoir. Ceux qui ont 20 poules, ils vont susciter de l'envie. Ou ceux qui ont 20 poules, ils pourront avoir plus de pouvoir sur ceux qui ont 10 poules. Ça, c'est des raisons instrumentales pour les inégalités. C'est plus celle qu'on veut considérer maintenant. D'accord? On veut considérer la question de savoir si en elles-mêmes les inégalités sont mauvaises. Et une manière de neutraliser ça, c'est dur de faire le tri dans nos intuitions. Quand on se dit est-ce que le monde 1 est meilleur que le monde 2, on a vite tendance à être encombré dans notre esprit des effets positifs ou négatifs, en l'occurrence, des inégalités. Alors pour éviter ça, une solution qui a été proposée par Derek Parfit, c'est un petit modification de l'exemple, c'est juste de dire, imaginez que dans ces deux mondes, ce soit que des personnes qui vivent en autarcie, donc elles ont des poules dans leur jardin, elles savent même pas qu'elles existent les unes des autres et elles n'ont aucun effet les unes sur les autres. D'accord? Donc ces deux mondes, normalement, vous avez 100 personnes, mais ils savent pas qu'il y a d'autres personnes. Chacun pense être seul au monde. Ok. Et dans le deuxième monde, c'est la même chose. Chacun pense être seul au monde. D'accord? Et là, vous voyez que si vous avez cette considération-là, vous évitez d'encombrer votre esprit avec la question des effets des inégalités. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'envie, forcément, vous ne savez pas qu'il y a d'autres personnes plus riches. Vous ne pouvez pas avoir d'asymétrie de pouvoir. Il y a une personne qui ne peut pas acheter les services de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir d'asymétrie d'influence politique, parce que dans l'hypothèse, il n'y a même pas de pouvoir politique. Et puis par ailleurs, vous ne pouvez pas vouloir influencer quelqu'un d'autre si vous pensez être seul au monde. Donc ça, c'est censé neutraliser ces choses-là. Ok. Et là, l'idée de Parfit, c'est de dire, si vraiment on arrive à mettre toutes ces notions de côté, c'est pas complètement évident que le monde dans lequel il y a plus de richesse soit vraiment plus mauvais que le monde qui est plus égal. D'accord? Donc, ce qu'il essaye de faire à ce niveau-là, Parfit, c'est de dire, moi, je trouve que c'est pas si sûr. Si on pense que ce qu'il faut maximiser, c'est la richesse, l'utilité, ben, on a quand même un argument pour dire le monde, le monde 1 est meilleur, d'accord? Il y a plus de richesse au total dans le monde 1. C'est vrai qu'il y a moins d'égalité, mais il y a plus de richesse. C'est une inégalité qui est inoffensive, dit Parfit, dans le monde 1, parce que les gens ne se rendent pas compte du fait qu'ils ont un peu moins ou un peu plus que les autres. Dans le monde 2, en moyenne, ben, les gens sont plus pauvres quand même. En moyenne, les gens sont plus pauvres.
mais il y a de l'égalité. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas préférer le monde 1? Un monde dans lequel, en moyenne, les gens sont plus riches et ils n'ont pas conscience des inégalités. Pour Parfit, ce n'est pas complètement évident. D'accord? Donc, il ne dit pas ici, moi je pense qu'il faut préférer le monde 1. Le point où on en est, c'est peut-être qu'il y a un peu de marge de négociation ici ou de considération pour dire peut-être le monde 1 est finalement pas si mal. Je vous laisse réfléchir à ça pendant 10 minutes. On se retrouve à 11h15 et puis on voit ensuite des réponses possibles à ces arguments. Non, non, t'inquiète, on peut le mettre en enregistrement. Voilà. Je suis embêté avec ça. Il y a des câbles. Faut leur demander une fois, ils sont devant toutes les machines. Tu mets ton dos, et après moi, tu vas te l'arracher. Peut-être que tu gagnes une machine à faire à la maison. Bien, on recommence. Alors, on s'est posé la question de savoir si les inégalités étaient instrumentalement mauvaises, si elles avaient de mauvais effets. Maintenant, on se pose la question de savoir si elles sont mauvaises en elles-mêmes. Et puis, on a cette petite expérience de pensée, ces deux mondes, dans lesquels il y a un monde qui est plus inégalitaire, mais un peu plus riche, où les individus sont plus riches en moyenne, un monde qui est plus égalitaire, où les individus sont un peu plus pauvres. Et ce que nous dit Parfit, c'est de dire, c'est pas si évident de savoir lequel de ces deux mondes on doit préférer, à partir du moment où on neutralise toute considération sur les effets positifs et négatifs des inégalités. Quand Parfit nous dit ça, c'est juste pour un peu nous montrer que les intuitions sont pas si nettes. Lui, Parfit, c'est quelqu'un qui pense pas du tout que les inégalités ont une valeur intrinsèque négative. Et l'objection qu'il met en avant, qui est en fait du nivellement par le bas, pas le bas, pardon, qui est une objection qu'il a baptisée, mais qu'on rencontre déjà souvent avant lui, c'est donc la leveling down objection. Donc, quelle est cette objection contre l'idée que les inégalités auraient une valeur intrinsèque négative? L'objection, c'est la suivante. Supposez qu'il y a un monde inégalitaire et que vous supprimiez les inégalités simplement en appauvrissant les plus riches. D'accord? Donc, vous n'améliorez pas le sort des plus pauvres, vous enlevez juste de la richesse aux plus riches. Okay? Parfit aime bien rendre l'exemple un peu plus dramatique. Il dit, supposez qu'il y ait un monde dans lequel il y ait deux personnes qui aient un seul œil et puis toutes les autres personnes aient leurs deux yeux. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ce monde égalitaire? On crève les yeux à toutes les autres personnes. Comme ça, on arrive à l'égalité. Okay? Et l'objection de Parfit, ça consiste à dire, si vous pensez que les inégalités ont une valeur intrinsèque pro tanto, vous devez accepter que dans ce type de cas, il y a quelque chose de bon à faire ça. Seulement quelque chose de bon. Ça ne veut pas dire qu'au total, c'est bon de faire ça. Hein. Celui qui est un égalitariste peut très bien dire non, au total, c'est quand même mieux de ne pas faire ça. Mais il doit reconnaître qu'il y a quelque chose de positif à crever les yeux de ceux qui en ont deux, de manière à ce que tout le monde n'ait plus qu'un œil. Okay. Et même ça, dit Parfit, c'est quelque chose, on a clairement l'intuition que ce n'est pas quelque chose à faire. On progresse vers de l'inégalité, vers de l'égalité. Donc à ce titre, ça devrait être bon. Et pourtant, on ne voit pas du tout ce qui est bon. Okay. Maintenant, on n'a tous plus qu'un œil. Pourquoi est-ce qu'on devrait être plus heureux dans un tel cas ici? Vous avez une objection symétrique qui est l'objection du nivellement par le haut, qui est l'objection suivante. Si dans un monde d'individus au pluriel isolé, la richesse de 99% des individus augmente, ENT, oh là là, je corrige, pardon, je vais vous avouer avoir fini ce diapo un petit peu à la hâte. Donc, on augmente la richesse de 99% des individus, et puis il y a 1% des individus, on n'augmente pas du tout leur richesse. Supposez que ce soit des individus complètement isolés, qui ne se connaissent pas les uns des autres, comme dans notre exemple précédent. D'accord? Donc, tout le monde gagne des poules en plus, sauf Julie, qui est là, okay, qui reste avec seulement 10 poules. Tous les autres, dorénavant, ils ont 20 poules. Et grâce à ces 20 poules, ils peuvent manger à leur faim, etc. Est-ce que ça, on a envie de dire qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans? C'est pas complètement évident non plus. Okay, peut-être moins frappant que dans le premier exemple, mais a priori, on a amélioré le sort de certains. Julie, elle a toujours ses 20 poules, elle ne sait pas que les autres se sont améliorés, donc sa situation ne s'est pas empirée.
pourquoi est-ce que on devrait avoir envie de dire que cette augmentation des inégalités nuit, est une mauvaise chose, même pro tanto. Et ça nous conduit à le dernier type d'objection, qui est peut-être une modification de cette objection-là, que mettent souvent en avant les économistes. Je vais appeler ici l'objection du monde opulent, mais elle n'a pas de nom officiel. Supposez un monde de multimillionnaires dans lequel vous avez 3 milliardaires. Ok. Tout le monde a plein de millions, mais il y en a il y en a 3 qui sont des milliardaires. Donc ça, c'est nos millionnaires. Ok. Et là, c'est nos milliardaires. Ok. Si l'égalitarisme était vrai, l'égalitarisme dans le sens l'inégalité a une valeur négative intrinsèque, ce serait bien qu'il y ait un Robin des Bois dans ce monde. Ok. Je vais prendre aux plus riches pour distribuer aux moins riches. Ok. Ce serait vraiment... c'est vraiment... Il y a quelque chose j'allais dire injuste, mais il ne faut pas dire injuste ici. Il y a quelque chose de mauvais dans le fait que certains aient tellement plus que d'autres. Oui, mais les autres, ils ont quand même des millions. C'est vrai que des milliards, c'est beaucoup plus que des millions, mais enfin, ils ont quand même des millions, les autres. Donc là, on n'a pas l'intuition si nette qu'une redistribution constituerait un progrès aussi important. On hésite un peu. Et ça donne de l'eau au moulin de ceux qui soutiennent. Donc, l'intuition de ce type d'objection, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une redistribution dans ce monde. Il n'y a pas vraiment besoin d'un Robin des Bois. Ciao, Robin des Bois. Et ça donne de l'eau au moulin à ceux qui soutiennent une théorie importante et qu'on considère peut-être à tort, qu'on confond, on croit peut-être parfois qu'on est contre les inégalités alors qu'on est contre quelque chose de différent des inégalités, à savoir qu'on est contre la pauvreté. Et ça, c'est l'argument que défend Frankfurt dans le petit livre. Je vais vous donner une citation dans un instant. Donc l'idée de Frankfurt, c'est quoi? C'est de dire, la raison pour laquelle on aime bien Robin des Bois, c'est que dans l'histoire, en tout cas l'histoire originale, pas l'histoire libérale où Robin des Bois reprend l'impôt, mais l'histoire où Robin des Bois prend aux riches pour donner aux pauvres, c'est pas que Robin des Bois diminue les inégalités, c'est que Robin des Bois diminue la pauvreté. Il fait en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, il y ait moins de personnes pauvres. Okay. L'idée de Frankfurt et d'un grand nombre d'économistes qui, à ce titre-là, préfigurent la chose qu'a dit Frankfurt en philosophie, mais c'était une théorie assez standard en philosophie, c'est dire ce qui doit nous occuper, c'est pas la différence de revenus entre les riches et les pauvres, c'est de savoir si ceux qui sont en bas ont suffisamment. D'accord. Donc si vous pouvez améliorer le sort de ceux qui sont en bas en augmentant les inégalités, ce serait bien idiot de ne pas le faire. D'accord. Vous avez des gens qui meurent de faim, mais dans une situation inégalitaire, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez les inégalités, mais vous faites en sorte que ceux qui meurent de faim meurent plus de faim. C'est clairement quelque chose qui semble être un progrès. D'accord. Donc ceux qui pensent comme ça, c'est des personnes qu'on appelle parfois c'est très moche en français, des sufficientariens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils pensent que ce qui compte, c'est pas le fait qu'il y ait plus ou moins d'inégalités. Ils pensent que la chose essentielle, c'est que tout le monde est assez. D'accord. C'est ça la chose importante. Et on a tendance à confondre notre détestation de la pauvreté ou du fait que certains n'aient pas assez avec notre détestation des inégalités. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a tendance à confondre ça. Une raison, ça peut être qu'on se dit souvent, pour réduire les inégalités, c'est pas compliqué, il suffit de mieux partager. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mieux partager? Est-ce que c'est parce que ça réduit les inégalités ou est-ce que c'est parce que ça fait en sorte que les personnes les plus pauvres soient moins pauvres à l'arrivée? Donc vous voyez que c'est deux objectifs très différents. Vous pouvez lutter contre la pauvreté sans lutter contre les inégalités. Okay. C'est ce que vous faites si vous partez de cette situation-là et que vous allez vers cette situation-là. J'ai réduit la pauvreté, mais j'ai augmenté les inégalités. Okay. Et vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez lutter contre les inégalités sans lutter contre la pauvreté. C'est si vous faites le mouvement-là, vous dites, et c'est souvent, le geste que je fais là, c'est un geste que Margaret Thatcher adorait faire, elle qui était libérale, donc elle pensait que la liberté, c'était très mauvais. Et elle disait, vous, à ses adversaires socialistes, elle disait, vous, ça vous énerve qu'il y ait des inégalités, qu'on soit là. Okay. Donc ce que vous voulez, c'est qu'on descende tous et qu'on soit tous pauvres et égaux. Et dit, mais non, c'est mieux qu'on soit inégaux et riches que pauvres et égaux. D'accord. Donc ça, c'est une version de cette idée sufficientarienne. Ce qui compte, c'est la pauvreté, la réduction de la pauvreté, plutôt que la réduction des inégalités. Je vous donne la citation de... Bon, ça, je vous l'ai dit, c'est avant que j'y revienne, de Frankfurt ici. Donc, vous avez sans doute entendu parler, ceux qui ont suivi des cours du professeur Chevary-Cossette de Francfort, en tout cas en philosophie de l'action, la responsabilité. Voici ce qu'il dit dans son petit livre sur les inégalités. Economic inequality is not as such of any particular moral importance
and by the same token, economic inequality is not in itself morally objectionable. From the point of view of morality, it is not important that everyone should have the same. What is morally important is that each should have enough. If everyone had enough money, it would be of no special or deliberate concern whether some people had more money than others. Si tout le monde avait assez d'argent, ça n'aurait aucune importance que certains aient plus que d'autres. I shall call this alternative to egalitarianism the doctrine of sufficiency. That is the doctrine that what is morally important with regard to money is that everyone should have enough. Okay? Donc, maintenant, on a une théorie clairement identifiée en opposition à l'égalitarisme. Vous avez ceux qui disent l'égalité en elle-même, elle est bonne, et vous avez ceux qui disent non, ça c'est une mauvaise intuition. La bonne intuition à avoir, c'est que c'est la pauvreté, l'absence de pauvreté qui est bonne. D'accord? Pour dire en termes négatifs, ce n'est pas les inégalités qui sont mauvaises, c'est la pauvreté qui est mauvaise. Okay. Et vous voyez que c'est une théorie qui est intéressante parce que souvent, quand certains vous disent « moi, je suis pas contre les inégalités », l'intuition c'est « mais t'es insensible, t'en as rien à faire ou quoi des questions sociales ?» Mais ceux qui sont des sufficientariens, c'est pas du tout des gens comme ça. C'est au contraire des gens qui pensent que ceux qui sont contre les inégalités ne mettent pas le doigt sur le vrai problème social. Okay? Donc c'est un conflit entre des gens qui ont certains soucis pour les autres. Hein. Simplement, ils se demandent, est-ce que c'est ce qui compte, c'est d'avoir assez, ou est-ce qui compte, c'est d'avoir la même chose. Donc ça, c'est la réponse de Frankfurt. Et de Parfit à un certain égard, Parfit a une version un peu, j'arrive tout de suite, Parfit a une version un peu plus élaborée de sufficientarianisme qu'il appelle le prioritarisme. Ce qui compte, c'est pas que chacun a assez, c'est que ceux qui aient le moins aient plus. Mais c'est le même type d'idée générale. C'est pas les inégalités qui sont mauvaises non plus pour Parfit. Il faut avoir le regard centré sur ceux qui ont le moins, okay, mais pas dans le but de les remettre au niveau des autres. C'est ça, c'est pas le point. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de ceux qui ont le moins. Okay. Oui. Comment est-ce qu'on peut établir cette... Ouais. Alors ça, c'est un des points justement qui est vite. Donc, comment est-ce qu'on peut établir ce qui est suffisant, d'accord? Ce qui est suffisant, on peut dire au départ, l'idée c'est quand on définit un seuil de pauvreté, que j'ai mis ici sur l'animation précédente, donc le seuil de pauvreté il est très bas, c'est $2 par jour. On a toujours envie de dire c'est pas suffisant. Comment est-ce qu'on... Donc en général l'idée c'est on définit des besoins élémentaires, capacité de se nourrir, de se loger, de soigner, de nourrir ses enfants, etc. Et puis est-ce que ça permet de satisfaire ces besoins élémentaires-là? Mais il y a quelque chose d'arbitraire dans la mesure ici. Qu'est-ce qui est suffisant ou pas? Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'arbitraire, mais c'est difficile de dire de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Donc, quand on parle de besoins vitaux, de quoi est-ce qu'on parle? De choses sans quoi on ne pourrait pas vivre. Mais je ne pourrais pas vivre sans un logement, mais je pourrais peut-être vivre sans un logement à Neuchâtel. Simplement, nous, on se dit, on a envie de vivre à Neuchâtel, on a envie de vivre dans la région. Si on me dit, non, mais t'inquiète pas, je t'ai trouvé un logement au cœur de la toundra, c'est très sympa, tu pourras vivre très bien, t'as assez pour aller vivre là-bas, mais on n'a pas vraiment envie de ce genre de choses-là. Donc, souvent, les besoins vitaux sont mélangés avec des formes de choses qui ne sont pas vitales, mais qui nous semblent pour autant des choses... On ne veut pas négocier là-dessus, d'accord? Si quelqu'un nous dit, non, non, tout le monde a assez, parce que si tout le monde va dans la toundra, tout le monde peut vivre, c'est pas... Donc, vous ouvrez un grand chapitre ici, et le point, un des intérêts de la solution de Parfit, c'est de dire, moi, c'est pas que tout le monde ait assez qui m'intéresse, c'est d'améliorer le sort de ceux qui ont le moins. Okay? Pas parce que ça va réduire les inégalités, mais parce que c'est ceux qui méritent le plus, parce qu'ils ont moins, d'avoir plus. Okay. Et il insiste sur le fait que ça, c'est pas de l'inégalité, ça évite ce problème. Hein. Mais c'est un vrai problème de savoir qu'est-ce qu'elle moins. J'ai l'impression de trop concéder en même temps en vous répondant comme ça, parce que c'est assez évident pour tous ceux qui s'occupent d'économie et du développement qu'il y a des choses qui sont des besoins primaires et d'autres qui ne le sont pas. D'accord? Si vous ne pouvez pas soigner votre enfant d'une maladie mortelle, c'est clair que c'est un besoin primaire qui prime sur est-ce que vous pouvez avoir un iPhone ou ce genre de choses-là. Donc il y a un niveau où on peut dire on a vraiment besoin de plein de choses. Mais si on revient vraiment aux choses importantes, la nourriture, le soin, etc., il y a clairement des choses qui paraissent être plus vitales. Alors, où est-ce qu'on fixe le seuil? C'est effectivement une question très délicate. Bien, alors, pardon, je veux conclure là-dessus. Donc, là, j'ai barré parce qu'il me semble que c'est difficile d'avoir vraiment, si vous avez
bien compris ce qu'on voulait dire quand on disait est-ce que les inégalités ont intrinsèquement une valeur négative. Il me semble que c'est difficile d'aller contre le type d'objection que mettent en avant Parfit, que mettent en avant les économistes, de dire c'est pas en elles-mêmes que les inégalités sont négatives, c'est soit en vertu de leurs effets, ou alors c'est la pauvreté qui est négative ou le sort des plus défavorisés. Mais si vous voulez vraiment dire que les inégalités sont négatives, vous avez l'objection de Parfit qui est la plus courante, qui est de dire expliquez-nous pourquoi faut pas crever un œil à tous ceux qui en ont deux, ça devrait être une amélioration et pourtant c'est pas une amélioration. C'est quand même quelque chose qui est très difficile à défendre du point de vue des égalitaristes intrinsèques. Donc on en est je tranche un peu brutalement. Il y a peu de gens qui sont des égalitaristes intrinsèques, il y en a quelques-uns, mais ça ne fait pas partie des positions très très populaires dans le débat. Donc on a vu, notre question c'est est-ce que les inégalités sont mauvaises? On en est là maintenant. Les inégalités sont instrumentalement mauvaises, oui, mais à peu près tout est instrumentalement mauvais et à peu près tout est instrumentalement bon, donc c'est pas quelque chose qui nous dit beaucoup. C'est pour ça qu'on a les pointillés ici. Est-ce que les inégalités sont intrinsèquement mauvaises? Ça, la balance, je pense plutôt du côté du non. Il ne semble pas que ce soit en soi que les inégalités sont mauvaises. Mais on en vient maintenant à la troisième question, qui est de savoir si les inégalités elles sont consécutivement mauvaises. Alors, je vous rafraîchis la mémoire parce que c'est clairement un jargon philosophique, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on pose cette question-là? On veut savoir si les inégalités qui nous entourent, ou les inégalités possibles, elles sont justifiées en vertu de leurs antécédents causaux. D'accord? Est-ce que l'histoire qui a conduit à ces inégalités, c'est quelque chose qui permet de les rendre acceptables ou pas? Pour prendre un exemple très simple, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, les inégalités qui suivent du vol. Okay, si je vous vole à tous votre argent, votre téléphone portable, je suis beaucoup plus riche que vous. C'est une inégalité, elle est clairement mauvaise parce qu'elle résulte d'une action de ma part qui est une action elle-même mauvaise. D'accord? Donc ça, ce serait une valeur consécutive négative des inégalités. Et quand on évalue les inégalités, en général, c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir à quelles conditions les inégalités pourraient être justes ou injustes en regardant d'où elles viennent. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Et c'est moi qui vous pose la question parce que je ne vous ai pas fait parler aujourd'hui, j'avais peur d'avoir trop de choses à dire. Mais je pense que là, j'arrive à terminer. Si on vous pose la question, qu'est-ce qui pourrait rendre une inégalité de richesse ou de revenus justifiée? À quel facteur vous pouvez penser? À quelles conditions ça pourrait être égal, ça pourrait être justifié que certains gagnent plus ou possèdent plus que d'autres? Oui, de responsabilité. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément? De quelqu'un qui est juste exécutant, il a beaucoup moins de responsabilité que quelqu'un qui doit vraiment avoir des responsabilités et que quoi qu'il fait, ça a des impacts positifs et négatifs. D'accord, donc votre idée, c'est les personnes qui ont plus de responsabilités, c'est juste si elles ont un plus grand revenu ou une plus grande richesse à l'arrivée parce qu'elles ont un fardeau plus lourd en termes de responsabilité. Ouais. C'est la vérité que je vois dans le monde Ouais. Donc ça, c'est une justification qu'on a pour expliquer des différences de salaire. On dit oui, effectivement, il gagne beaucoup plus, mais il a aussi beaucoup plus de responsabilités. Est-ce que vous avez d'autres facteurs de ce type-là en tête? Qu'est-ce qui peut justifier que certains gagnent plus que d'autres? Vous ne pouvez pas ne pas en avoir d'autres. Oui. Le travail fourni. Le travail fourni. Hein. On dit si quelqu'un travaille plus, on a l'intuition que il mérite d'avoir plus, hein, il a travaillé plus. Nous, c'est pas ce qu'on évalue en philosophie. Il faut travailler beaucoup pour avoir des meilleurs résultats, mais c'est le résultat qui compte quand on vous évalue. Nous. Je dis ça là parce que souvent il y a une confusion. Puis des fois on met des notes qui font mal au cœur. On met des mauvaises notes à des étudiants qui ont beaucoup travaillé et des bonnes notes à des étudiants qui n'ont pas beaucoup travaillé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais ça veut dire que la chose qu'on évalue, c'est la même chose que quand vous allez au restaurant. Si on vous sert un plat dégoûtant, puis le chef il dit ouais je sais que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que j'ai travaillé? Vous en avez rien à faire, d'accord? Donc nous on est au restaurant avec vous. On veut des bons plats. Ouais, mais en général on maximise la chance d'avoir des bons plats si on travaille bien. Donc la quantité de travail. Autre suggestion sur pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des inégalités qui sont justifiées? Être le meilleur dans un champ. Être le meilleur dans un champ particulier? Ouais. Certains prennent plus de risques que d'autres. Alors, toutes les suggestions que vous avez faites jusqu'ici,
elles peuvent tomber sous une notion un peu générale qui est la notion de mérite. Il y a beaucoup de différences, de différentes définitions de qu'est-ce que c'est que mériter plus, mais vous voyez que qu'on parle de responsabilité, de quantité de travail, de prendre de risques, qu'est-ce que vous avez dit déjà, j'ai oublié? Être le meilleur. Dans tous les cas, on peut dire les personnes qui gagnent plus, elles méritent plus parce qu'elles ont plus travaillé, parce qu'elles ont plus de responsabilités, parce qu'elles ont pris plus de risques, parce qu'elles sont les meilleures dans leur domaine. Donc il y a il y a une notion de mérite qui peut être justifiée ici. Donc on met tout ça d'un côté, ça peut être une première justification des inégalités. Il y a une autre justification à laquelle on ne pense pas, mais je suis sûr que vous pouvez trouver. Des inégalités qui sont autour de vous, elles peuvent naître de quoi d'autre qui ne semble pas vraiment problématique? Pas du mérite des individus, mais quelque chose d'omniprésent. Ouais. Génétique. Alors, elles peuvent naître de choses génétiques, de choses pour lesquelles on n'a pas de mérite. Donc, on est avec un certain nombre de capacités biologiques, de capacités intellectuelles. On est aussi avec un certain nombre, avec un certain type de capital économique. Ça, on peut dire que c'est injuste. Mais en tout cas, peut-être on peut dire les inégalités biologiques, elles ne sont pas foncièrement justes ou injustes. D'accord. Autre suggestion. Non. Autre notion, une autre source d'inégalité partout autour de nous, tout le temps. Le choix, ouais, bien. Vous arrivez à creuser un petit peu? Il y a plus de gens qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas au même stade, et même de médias sur toi, parce que c'est pas forcément la question. Très bien, donc le fait qu'on choisisse de faire telle activité ou telle autre, ça c'est une source d'inégalité, mais il y a une autre forme de choix qui est une source d'inégalité encore plus frappante au quotidien. Pensez juste à des inégalités monétaires pour commencer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui soient beaucoup plus riches que d'autres et qui dépend du choix? Ouais. Alors, les choix économiques, exactement. Les choix, si vous économisez, donc si vous avez lu La fable et la fourmi, la cigale et la fourmi, pardon. La cigale et la fourmi, ben, l'idée c'est tant pis pour, je ne sais plus laquelle des deux, je crois que c'est la fourmi qui économise et la cigale qui dépense, c'est ça? Tant pis pour la cigale, parce qu'elle a fait le choix de ne pas économiser, donc si à l'arrivée elle est moins riche, c'est une inégalité qui, d'après la fable de La Fontaine, n'est pas problématique, d'accord? Mais il y a encore une autre notion de choix qui est partout autour de nous et qui est un facteur crucial d'inégalité, c'est les échanges économiques, d'accord? Ce que vous achetez, ce que vous vendez, ce que vous offrez. Prenez un exemple très simple, on est tous sous l'emprise du professeur Chevary-Cossette qui nous a complètement obsédés. On est sûr que c'est un génie absolu. Alors, en réalité, c'est un imposteur, mais c'est pas grave, on ne le sait pas. Et à Noël, on cède tous la moitié de notre fortune au professeur Chevary-Cossette. D'accord. À l'arrivée, il est très très riche et nous, on est 2 fois plus pauvres. Hein. C'est une inégalité qui vient de. On a fait le choix de lui faire un cadeau. D'accord. Alors, j'ai dit que c'est un imposteur, donc je pourris mon exemple juste pour l'embêter, mais supposez que ce ne soit pas un imposteur, qu'il soit effectivement quelqu'un de génial et que nous, on ait envie de lui donner ça. D'accord. Les cadeaux, c'est des facteurs d'inégalité importants. Hein. Vous recevez quelque chose que vous n'avez pas mérité quand vous recevez un cadeau. Enfin, si vous de temps en temps vous offrez aux enfants, dire si tu travailles bien, je te donnerai ça, mais il y a des cadeaux qui sont juste pas mérités, que les gens nous font juste parce qu'ils nous aiment, d'accord? Ou qu'on fait juste parce qu'on aime les gens. Les cadeaux, c'est un facteur d'inégalité important. Les échanges économiques, c'est des facteurs d'inégalité importants. Ceux qui ont un produit qui est acheté par beaucoup de personnes, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas forcément du mérite, ça peut être un coup de chance, mais à l'arrivée, c'est pas une inégalité qui nous frappe immédiatement comme problématique. Ils ont satisfait des préférences, les gens achètent librement, donc il y a du choix. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ici? Alors, on a balayé un peu les grandes options qui restent là, et on s'adresse donc maintenant à la dernière question. Les inégalités sont-elles injustes? Donc, juste pour revenir sur cette idée, donc j'écrase un peu ici 2 choses, la valeur consécutive des inégalités et leur valeur et leur injustice. Okay, c'est-à-dire, je pense que l'injustice, c'est toujours une valeur consécutive, et Parfit dit ça bien, mais c'est pas le seul, c'est une vieille... Hayek dit la même chose, enfin, vous avez des gens qui sont à peu près de différents côtés du spectre politique, philosophique, qui semblent s'accorder là-dessus. Voici ce que dit Parfit. When we claim that inequality is unjust, our objection is not really to the inequality itself. What is unjust and therefore bad is not strictly the state of affairs, but the way in which it was produced. Okay? Donc ce qui est juste ou injuste au départ, c'est comment on arrive aux inégalités. Puis les inégalités, elles héritent de cette injustice juste en vertu de ce qui vient avant. Hayek, le philosophe et économiste, lui disait la seule chose qui est à strictement parler juste et injuste, c'est nos actions.
D'accord? Moi, je peux faire une action juste et injuste. Puis par extension, on appelle les résultats de nos actions, à savoir les inégalités, qui ne sont pas des actions, on les appelle justes ou injustes. Mais vraiment, ce qui porte la culotte, c'est ce qui conduit c'est la valeur de ce qui conduit aux inégalités. D'accord? Donc, valeur consécutive, justice ou injustice des inégalités, on fait maintenant l'hypothèse que c'est la même chose. Et on va partir d'une théorie, je vous avoue avoir hésité sur la structure de cette dernière partie, mais je pense que c'est bien et vos réponses me confirment là-dedans, c'est de partir d'une théorie intuitive, qui est de dire, quand on se demande qu'est-ce qui justifie les inégalités, c'est très intuitif de se dire, ce qui pourrait justifier les inégalités, c'est des différences de mérite. Okay, une inégalité est juste si et seulement si elle correspond à une différence de mérite. Okay, autrement dit, c'est équivalent à l'idée que toutes les inégalités correspondent à des différences de mérite, toutes les inégalités justes correspondent à des différences de mérite, et que seules les inégalités justes correspondent à des différences de mérite. Alors qu'est-ce que c'est que le mérite? Là, il y a plein de théories, et vous avez mis le doigt dessus. Il y en a certains qui disent le mérite, c'est ceux qui travaillent plus on est mérite, plus on travaille plus on a de mérite. Il y en a certains qui disent c'est plus on produit, il y en a certains qui disent c'est que si vous avez des capacités. Donc il y a beaucoup de théories du mérite différents, on ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, s'il y a des différences de mérite, peut-être qu'elles justifient les différences d'inégalité. Donc on a deux thèses, et je voudrais terminer cette présentation en discutant ces deux thèses. La première thèse, c'est que seules les inégalités basées sur le mérite sont justes. Okay, et ça, même si ça peut vous paraître surprenant, c'est quelque chose qui est très contesté par les libéraux. On a tendance à écraser dans le discours politique à dire les libéraux, c'est ceux qui sont des méritocrates. Mais en fait, les libéraux ne sont pas du tout des méritocrates. Ils pensent qu'il y a plein d'inégalités qui ne sont pas basées sur le mérite et qui sont parfaitement justes. D'accord ? Et puis vous avez autre partie de la thèse qui dit toutes les inégalités basées sur le mérite sont justes. Okay, et ça, c'est quelque chose qui va être contesté par John Rawls et par quelques autres. Alors on commence par la première thèse. Est-ce que c'est vrai que seules les inégalités basées sur le mérite sont justes? L'objection libérale à cette théorie, on a mis le doigt à l'instant dans nos discussions sur cette objection, c'est que bon nombre d'inégalités économiques résultent non de différences de mérite, mais de transactions libres entre les individus, et que ces transactions libres ne semblent pas jeter un discrédit sur ces inégalités. Les cadeaux qu'on peut se faire et les échanges qu'on fait entre nous, ces choses-là causent des inégalités, et souvent ces inégalités ne sont pas injustes. Alors vous pouvez dire, non, c'est quand même pas juste qu'à l'arrivée des échanges économiques, il y en a qui, même si j'ai rien volé, si Steve Jobs, ou il est mort, comment il s'appelle l'autre, Elon Musk, qu'on adore détester, il est très très riche, il n'a pas volé son argent, il a fait des... Enfin, peut-être, les libéraux diraient qu'il l'a volé parce qu'il a eu des subventions de l'État, alors c'est pas complètement juste le marché qui a... Mais supposons que ce ne soit pas les subventions publiques qui est permis à Elon Musk d'avoir une société florissante. Il a gagné son argent juste en vendant des produits que les autres voulaient bien acheter. Et pourtant, beaucoup vont avoir l'intuition de dire, oui, mais ça, c'est quand même incroyable, la différence de revenus, de fortune à laquelle on arrive, juste en vendant des voitures et deux, trois autres choses, c'est pas quelque chose de juste. Alors, il y a un philosophe important de la tradition libérale qui propose une expérience de pensée pour nous convaincre que, en fait, les inégalités qui naissent des échanges marchands sont pas des inégalités qui sont injustes. Et c'est Nozick, à travers un exemple que vous connaissez peut-être, son exemple du basketteur. Donc Robert Nozick, il dit la chose suivante, il dit, prenez la théorie de la justice distributive, donc la répartition de richesse que vous préférez, celle qui vous semble la plus juste. Okay, donc vous partez d'une situation zéro, c'est vous qui distribuez l'argent et vous donnez à chacun ce que vous pensez que chacun doit avoir. Okay, si vous êtes un égalitariste, vous allez donner à chacun la même chose. Si vous pensez que c'est à chacun selon ses besoins, vous allez regarder les besoins de ceux qui ont plus besoin, vous allez donner un peu plus à ceux qui ont plus de besoins. Okay, peu importe votre théorie de la justice. Ça, c'est la grande force de la première étape de l'argument de Nozick, c'est de dire, je vous accorde ce que vous voulez comme répartition que vous considérez comme juste. Okay, vous répartissez l'argent dans votre tête maintenant et vous êtes satisfait avec cette répartition. Deuxième étape, dans cette population à qui vous avez réparti de l'argent, il y a une personne qui est un basketteur, Will Chamberlain, qui était un basketteur de NBA qui a existé, que je vous ai mis en photo là, qui est particulièrement spectaculaire, qui joue très bien. Et il se trouve que ces personnes à qui vous avez donné de l'argent, il y en a un certain nombre d'entre elles qui sont prêtes à donner $3 à Will Chamberlain pour le voir jouer. Okay.
peut-être $1 chaque fois, une fois par semaine, etc. Donc, parmi ces personnes à qui vous avez donné de l'argent, il y en a beaucoup qui veulent employer cet argent pour aller voir jouer Will Chamberlain. D'accord? La conséquence de ça, c'est que vous avez des personnes qui vont devenir très riches à l'arrivée, une en l'occurrence, Will Chamberlain, d'accord? Et puis vous avez d'autres personnes qui vont devenir un peu plus pauvres, celles qui vont avoir payé pour aller voir jouer Will Chamberlain. Et puis vous avez encore d'autres personnes qui vont avoir la même somme d'argent, celles qui ont décidé de rester à la maison parce qu'elles s'en fichent du basket. D'accord? Donc vous voyez qu'à l'arrivée, vous avez une situation qui était, disons, égalitaire au départ. On suppose qu'on est des égalitaristes, mais encore une fois, vous pouvez choisir la répartition que vous voulez. Supposons que tout le monde avait la même chose. À l'arrivée, vous avez donc on est sur la courbe, dans le coefficient de Gini que je vous ai tout à l'heure, on est sur la courbe d'égalité parfaite. Tout le monde a la même chose, mais à l'arrivée, on a Will Chamberlain qui est très riche, on a une partie de la population qui est restée au même niveau, puis on a une autre partie de la population qui s'est appauvrie. D'accord? Donc il y a eu des inégalités qui ont augmenté ici. Cette nouvelle répartition, si vous êtes un égalitariste, elle n'est pas juste. D'accord? Elle est moins juste que la répartition de départ. Votre répartition de départ, vous la considérez comme très bonne parce que tout le monde avait pareil. Mais maintenant, personne n'a plus le même niveau de fortune. Il y en a qui sont beaucoup plus riches, d'autres un peu moins riches, et puis d'autres moyennement riches. Okay? Donc on a perdu en égalité ici. Et pourtant, l'argument de Nozick, c'est de dire, on ne voit pas pourquoi il y aurait quelque chose d'injuste dans ce processus-là. Pourquoi à l'arrivée, le fait que certains soient beaucoup plus riches que d'autres devrait-il nous choquer? D'accord? Will Chamberlain, il a joué, il a gagné de l'argent, les autres ont librement voulu aller le voir, d'autres n'ont pas voulu aller le voir. Qu'est-ce qu'il y a comme problématique avec ça? Donc vous arrivez à une situation, j'arrive tout de suite, une situation dans laquelle vous avez de fortes inégalités. Vous voyez, vous pouvez modifier l'exemple à loisir pour créer de très fortes inégalités à l'arrivée. Et pourtant, on ne voit pas vraiment en quoi c'est un problème. Parce qu'on est parti d'une situation juste, on a laissé les individus faire les transactions économiques libres qu'ils voulaient, et puis on est arrivé à des inégalités. Et ces inégalités-là, par suite, on ne voit pas ce qu'elles ont de problématique. Ça fonctionne du point de vue de basketball. Mais par exemple, si j'ai un enfant qui a un cancer et puis pour survivre, il doit avoir un médicament qui coûte, imaginons, 1 million de francs suisses. Ouais. Est-ce que vous considérez que ça serait juste, cette configuration-là? Attendez, comment... Ça un échange. Un échange économique. Ah, que le médicament... Ah, que le problème, c'est est-ce que le fait que le médicament coûte 3 millions est juste ou pas? Alors attendez, j'essaie de rebrancher ça dans l'exemple de Nozick. Vous avez quelqu'un dans l'exemple de Nozick qui découvre un médicament. Non, en fait, par exemple, j'ai un enfant qui Ouais. est malade. Et puis, pour pouvoir le soigner, il y a un médicament qui est à disposition. Et seul un pharmacien en particulier Uh-huh. peut fournir ce médicament Ouais. en échange de 1 million Ouais. de Donc, oui, c'est... c'est l'inégalité qui nous intéresse là. Alors, j'essaye de voir... Quelle est l'inégalité ici? Vous voyez, je vois bien le problème, évidemment. Hein, c'est pas mais si on s'intéresse à la valeur des inégalités ici, il faudrait voir quelle est l'inégalité qu'on est en train d'essayer de... Parce qu'il y a une chose qu'on peut évaluer négativement, c'est le fait que l'enfant ne puisse pas avoir accès à quelque chose qui est un besoin primaire. Ici, hein. Donc l'idée que les besoins primaires, ils ont une priorité. Mais j'arrive pas à faire le lien avec la notion d'inégalité. Ouais, moi aussi, j'essaye de mieux transposer. Parce que si j'essaye de transposer ça le plus possible, donc vous avez quelqu'un qui découvre un médicament. Une des grandes idées de Nozick que je n'ai pas présentées dans l'exemple là, c'est qu'il n'y a pas de manne. C'est-à-dire, lui, il est contre les politiques de redistribution parce qu'il pense qu'elles procèdent de l'idée qu'il y a de la richesse qui tombe du ciel et puis qu'on doit partager le gâteau. Et lui dit non, en fait, la richesse, elle tombe jamais du ciel. S'il n'y a pas de gâteau au départ, il y a de la richesse qui est produite par les individus. Évidemment, ceux qui produisent la richesse ont un droit sur la richesse qu'ils produisent. Ils peuvent choisir de la vendre ou pas, d'ailleurs. Et puis, s'ils choisissent de la vendre, eh ben, ils proposent un prix. Si les autres ne veulent pas du prix, tant pis pour les autres. Donc, je pense que c'est ce qu'il dirait dans ce cas-là. Il dirait à la personne qui a inventé le médicament, qui peut sauver le petit enfant, il propose un prix très élevé. Elle propose un prix très élevé parce qu'elle pense que le besoin est très fort en face. Donc, elle pense qu'elle va pouvoir obtenir un très bon prix pour son médicament. Est-ce que ça, c'est juste ou c'est injuste? C'est pas encore on n'est pas encore dans une situation, on n'évalue pas une inégalité ici, mais je pense que ce que dirait Nozick ici, c'est il y a une
il y a un sens dans lequel si vous forcez la personne à vendre le produit, son invention, à un prix inférieur au prix de marché, vous avez fait quelque chose qui est pro tanto mauvais. Pro tanto, c'est très important ici, hein, parce que on peut très bien dire, au total, c'est ce qu'il faut faire, hein, mais il ne faut pas se voiler la face. En partie, quand vous avez fait ça, vous avez renoncé à d'autres principes moraux qui est, on peut pas prendre la propriété, le produit du travail de quelqu'un. Donc ce principe-là, on a accepté de lui faire un entorse ici. Soit on a pris le médicament, soit on a forcé à vendre à un prix plus bas, parce qu'on estimait que la situation morale en question l'exigeait, hein. Donc ça, je pense que ce serait le... Et c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de raisonner en termes de valeur pro tanto, parce que c'est plus facile de tomber d'accord dessus. On peut assez facilement tomber d'accord là-dessus, dire, ouais, il y a un petit truc, on fait une entorse à un principe qu'on accepte, qui est de dire en général, si on produit quelque chose, on fait ce qu'on veut avec. Là, on a retiré un peu la liberté de celui qui produit le médicament, mais pour de bonnes raisons. Donc on accepte ce coût normatif-là, parce qu'on pense qu'il y a des bonnes raisons à côté. Il y a un autre type de... non, on en reparlera peut-être une autre fois. Il y avait d'autres choses à dire, mais bien. Alors, le basketteur de Nozick. On arrive à une situation très inégalitaire, en partant d'une situation qui est celle que vous voulez, et on laisse juste les personnes interagir. Ok. Et ça, Nozick dit, ça montre bien que les inégalités il y a des inégalités qui ne sont pas fondées sur le mérite, ici, hein, et on n'est pas en train de dire qu'à aucun moment dans l'exemple de Nozick, il y a l'idée que Will Chamberlain, il a beaucoup de mérite. Ça se trouve, il a juste eu, comme le disait Thomas, un énorme talent à la naissance, qu'on ne va pas appeler du mérite, ou il a juste eu l'opportunité d'avoir ça, et juste de la chance, et il n'y a pas de mérite ici, et pourtant il n'y a pas de problème avec les inégalités. Donc il enfonce un peu le clou, Nozick, avec son exemple, il dit, bon, si vous pensez qu'il y a un problème, vous pensez qu'il y a au moins une raison pro tanto de revenir à la situation initiale. Okay. Donc vous prenez la situation maintenant à l'arrivée dans laquelle Nozick, pardon, pas Nozick, Will Chamberlain est très riche. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de forcer Will Chamberlain à donner à nouveau l'argent qu'il a gagné aux personnes qui l'ont payé? On trouverait que c'est bizarre. Les autres diraient non, mais j'étais d'accord de payer. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il le rende? Et Chamberlain en particulier ne serait pas d'accord. Wilt Chamberlain, ouais, je me disais que j'avais écrit. J'ai un doute. Will ou Wilt? Tu sais, toi? Faut que je corrige. Bien, alors, ça c'était l'objection à l'idée que seules les inégalités qui viennent du mérite sont justifiées. Si vous êtes d'accord avec Nozick, vous voyez qu'il y a un autre grand type d'inégalité qui ne vient pas du mérite, qui peut être justifié, qui sont les inégalités qui viennent de transactions économiques libres. D'accord? Justifié pro tanto, hein, donc un peu dans la concession de la réponse que je viens de faire. Peut-être qu'elles ne sont pas au total justifiées, peut-être qu'il y a des raisons d'aller contre ces inégalités, mais au moins il y a une justification, toute chose égale pareil, en faveur de ces inégalités, c'est qu'elles résultent de transactions libres et que parfois le marché fait que, le marché dans le sens, le fait que les individus échangent avec consentement, fait que certains arrivent avec plus d'argent que d'autres. La deuxième objection à la théorie méritocratique naïve que je vous ai présentée, c'est une objection qui vient d'un philosophe politique important, John Rawls, qui dit que, donc c'est l'objection à la thèse suivante, l'idée que toutes les inégalités qui ne sont pas basées, pardon, j'ai fait une erreur, toutes les inégalités qui ne... Qu'est-ce que j'ai mis? Toutes les inégalités qui sont basées sur le mérite sont justes. Okay. Donc on a cette idée méritocratique. Si vous avez des inégalités qui viennent du mérite, alors c'est juste. Il y a une différence de mérite. Typiquement, c'est normal que Julie ait plus parce qu'elle a travaillé plus, c'est normal que Julie ait plus parce qu'elle a fait un meilleur travail, etc. Okay. Est-ce que vous voyez une objection possible à ça? L'objection de Rawls, elle a quelque chose de très intuitif. Est-ce que vous voyez une des raisons pour lesquelles on peut dire non, l'inégalité, elle vient bien d'une différence de mérite, mais elle n'est pas juste pour autant? J'avais un copain au lycée qui avait toujours des mauvaises notes, puis la prof d'économie lui disait, mais c'est normal, il s'appelait Olivier aussi, c'était pas moi, c'est normal Olivier que vous ayez des mauvaises notes, vous travaillez pas, vous faites aucun effort. Et il répondait exactement à l'objection de Rawls. Qu'est-ce qu'il pouvait répondre, mon copain Olivier? Comment? Oui, alors ça, effectivement, ça aurait pu être Madame évalue pas l'effort, mais veut le résultat, mais la prof d'éco aurait eu beau jeu de répondre. Oui, justement, que je fasse l'un ou l'autre, vous avez deux, quoi. Donc, il avait une autre réponse qui était exactement la théorie de Rawls. Ce que répondait mon copain, c'est qu'il disait, mais Madame, c'est pas de ma faute, moi je suis né flemmard.
c'est très dur pour moi l'effort. Ça m'est tombé dessus comme ça. Je vois bien que les autres, Marie au premier rang, pour elle, elle arrive à travailler, mais moi, je sais pas faire d'efforts. Et c'est pas de ma faute. Ça m'est tombé dessus. C'est dotation arbitraire de la nature, d'accord? La capacité à faire des efforts. Vous n'allez pas me blâmer parce que la nature m'a pas donné la capacité à faire des efforts. Ce serait vraiment injuste, madame. Euh, et là, la prof d'éco, elle était quand même plus embêtée parce que c'était une objection qui est plus profonde que ça. Enfin, je sais pas si elle est si. À mon avis, c'est une très mauvaise objection, mais quand c'est mon copain Olivier qui est un Jean Foutre, elle ne fait pas sérieuse. Quand c'est John Rawls, les gens la prennent plus au sérieux. Mais c'est exactement ce que dit John Rawls. Il dit il y a des différences naturelles qui sont arbitraires d'un point de vue moral. D'accord. Le fait que certains individus aient plus de capacités que d'autres, Thomas parlait tout à l'heure des différences de dotation génétique, euh, mais il y a tout un tas d'autres différences de dotation psychologique, de dotation sociale. On ne décide pas au départ. D'accord. Donc on a cette intuition très forte quand on parle de la fortune dont on hérite. On peut pas, il ne mérite pas d'avoir tout cet argent, il l'a juste hérité de ses parents, il n'a rien fait pour, donc c'est pas juste. Mais si vous allez dans ce sens-là, pourquoi vous mériteriez, d'une quelconque manière, d'avoir les capacités que vous avez au départ? Il y en a qui ont des capacités de concentration plus élevées, il y en a qui ont des capacités de, de générosité plus élevée. Il y en a, enfin, il y a tout un tas de différences de caractère, de psychologiques, innées comme acquises, pour lesquelles on n'est pas responsable. D'accord. Alors pourquoi ces différences-là justifieraient-elles la moindre inégalité? D'accord. Euh, Est-ce que le mouvement de rôle, ça consiste à dire le mérite lui-même, la différence de mérite, la différence dans la capacité à faire des efforts, la différence dans la capacité à travailler, à se concentrer, etc. Ben ça, c'est des capacités qui nous sont tombées dessus. Au départ, on ne les a pas développées. Vous pouvez dire on les a développées, il faut apprendre apprendre le goût de l'effort. Oui, mais en vertu de quoi vous avez appris le goût de l'effort? Il faut au départ que vous ayez été dans une circonstance, peut-être vous avez des parents qui vous ont dit on va vous apprendre le goût de l'effort. Ah ben moi j'ai pas eu cette chance. Ou alors peut-être que vous avez, pour apprendre le goût de l'effort, fait un certain nombre d'actions, d'activités, comme je sais pas, des sports d'endurance qui vous ont donné ce goût-là. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Rawls au départ va dire bah, c'est pas quelque chose qui venait de vous. D'accord. Donc vous voyez que c'est une objection qui est en un sens très troublante parce que à chaque fois que vous allez essayer juste de trouver une différence de mérite, Rawls va dire, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas juste quelque chose de parfaitement arbitraire d'un point de vue moral, quelque chose dont la nature vous a doté au départ, ou dont les circonstances sociales vous ont doté, sans que vous ayez rien fait du tout pour ça. Euh, donc, cette objection-là, c'était ce que j'étais en train de vous dire, elle se généralise, pardon, à tout un tas de différences entre individus, que ce soit des différences génétiques, des différences économiques, des différences culturelles. Vous avez plein de différences entre individus qui sont moralement arbitraires. Vous n'avez rien fait pour, d'accord. Euh, Alors, où est-ce que nous emmène cette objection-là, hein? C'est une objection à l'idée que toutes les inégalités basées sur le mérite sont injustes. Rawls dit non, pas forcément. Si vous tirez cette objection à son terme, ce que fait pas exactement Rawls, parce qu'il ne veut pas aller si loin, mais si vous tirez cette objection à son terme, vous arrivez à une situation étrange, vous vous dites, mais quelles sont les inégalités qui vont être justes à l'arrivée dans cette situation-là? C'est les inégalités qui vont qui vont suivre d'une situation qui ne vient pas d'une différence de dotation initiale, mais qui vient d'une situation dans laquelle on part vraiment tous sur la même ligne. On a tous la même chose, exactement la même chose au départ. Donc, l'idée vers laquelle ça tend, c'est si on est tous des clones au départ, ou des jumeaux parfaits, dans des exacts, et ça suffit pas, dans les mêmes situations, etc., euh, alors là, il n'y a personne qui est avantagé par la nature. Il n'y a personne qui a plus de capacités que d'autres, que ce soit des capacités génétiques ou sociales. D'accord. À ce moment-là, les inégalités qui peuvent apparaître sur la base de cette vraie ligne de départ commune, elles vont être justifiées. Okay. Mais si on n'a pas ça, alors les inégalités ne vont pas être justifiées, parce qu'elles vont naître d'une répartition des dotations initiales qui ne sont pas justifiées. Okay. Euh, donc ça, c'est une tentation très forte d'un courant de pensée que je n'ai pas nommé là, mais qu'on appelle l'égalitarisme des chances. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment l'égalité des chances, il ne faut pas simplement vous assurer que tout le monde ait les mêmes droits. Ah, ça c'est les libéraux qui veulent nous faire croire que ça suffit d'avoir juste les mêmes droits, mais ça ne suffit pas. Il faut vous assurer que tout le monde ait les mêmes opportunités. Et pour que tout le monde ait les mêmes opportunités, eh ben, il faut rattraper toutes les différences de départ. Hein. Il faut il faut compenser pour les désavantages des handicapés. Il faut vers le haut. Il faut compenser pour les avantages d'autres personnes vers le bas, parce qu'ils sont ceux qui ont un QI plus élevé. Il faut les ramener vers le bas. Il faut lisser toutes ces différences-là. Et là seulement, vous pouvez savoir quand est-ce que vous aurez des inégalités qui seront justes. D'accord. Et cette proposition-là, donc qui vient de Rawls, elle a soulevé une objection
d'ordre conservatrice, qui est l'objection suivante, qui consiste à dire, je finirai juste là-dessus, votre proposition, elle est assez effrayante, parce que ce que vous voulez à l'arrivée, c'est que pour avoir des inégalités justes, il faut vraiment lisser totalement au départ tout ce qui fait nos différences, et en un sens nos richesses, d'accord? Pas seulement nos richesses, il y a aussi des choses qui sont des vrais désavantages, mais il faut vraiment, vous voulez faire de nous des clones. Et je finis juste par pour finir pile à l'heure, c'est une objection conservatrice, mais qui a été donnée par un philosophe marxiste, Cohen, dans un article, un très bel article qui s'appelle Une vérité dans le conservatisme, comment sauver le conservatisme des conservateurs. Et ce que dit Cohen, c'est il y a une chose que les conservateurs ont bien compris, c'est que les dotations initiales, ce qui nous est donné, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Avec quoi on doit faire? Si on se met à considérer que la manière dont on est au départ, dont on est naturellement, dont on est socialement, est injuste, que les dotations naturelles sont injustes, alors on va dans le mur. Certain things are to be accepted from nature, and that includes aspects of ourself. That wisdom is part of the wider conservative thought that certain things has to be taken as they come. They are not to be shaped or controlled. Et ce que dit Cohen, c'est les choses avec lesquelles on est, elles sont pas justes. C'est vrai qu'elles sont pas justes. Le fait que vous ayez telle capacité, que vous soyez né en Suisse plutôt qu'au Malawi, très bien, ça c'est pas juste en soi. Mais le fait que ce soit pas juste, ça montre pas que ce soit injuste. Okay. L'idée de Cohen et de beaucoup d'autres, c'est de dire il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui sont juste comme ça, pour ainsi dire. Les choses qui relèvent de la chance, d'un certain aléa, d'un certain arbitraire naturel, mais cet arbitraire naturel, il n'est pas forcément facteur d'injustice. Si vous voulez vraiment considérer que ça, c'est un facteur d'injustice, vous allez vers une politique un peu effrayante de on va gommer toutes les différences pour être sûr qu'à l'arrivée, on a la même justice. Donc voilà, ça c'est l'objection de Cohen et des conservateurs plus généralement à cette forme très forte d'égalitarisme des chances. Pour conclure, c'est vraiment une conclusion un peu à la louche, on a vu 3 types de valeurs pro tanto des inégalités. Valeurs instrumentales, elles ont une valeur instrumentale négative, mais c'est un peu trivial. C'est très douteux qu'elles aient une valeur intrinsèque négative. Souvenez-vous de l'objection de Parfit, du nivellement par le bas. Elles ont certainement certaines valeurs. Dans certains cas, elles ont des valeurs consécutives importantes, c'est-à-dire elles peuvent être justifiées dans certains cas, elles peuvent être justifiées dans certains autres cas. Clairement, les inégalités qui naissent d'un vol sont injustifiées. Ça, il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres inégalités justifiées que ça. Les libéraux vont dire oui, il y en a beaucoup d'autres, également celles qui viennent de la chance. Ceux qui sont du côté de l'égalitarisme des chances vont dire non, la chance n'est pas du tout un facteur de justification des inégalités. Si jamais des différences naturelles créent des différences de répartition ensuite, ces répartitions-là sont injustes. C'était un peu marathon, c'est un cela. Très bien, j'ai un peu dépassé, excusez-moi. On met tout ça en ligne, le film de la séance, les diapos. On n'a pas beaucoup discuté, excusez-moi, mais j'ouvre un forum sous la séance et puis on peut, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à répondre aux questions qui sont posées les uns par les autres. Et la semaine prochaine, c'est Le prof Bianchi qui va se poser la question que devons-nous aux animaux? que devons-nous aux animaux? À très bientôt!